Salut les crinqués! Il y a l'infiniment petit, il y a l'infiniment grand. Et il y a se sentir infiniment petit devant l'infiniment grand. On parle aujourd'hui des géants. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Bienvenue à l'épisode 132 du podcast des crinqués. Paperman, salut! Salut! Imaginatrix, salut! Salut! Et salut le grand Red de Gamer. Le tout-puissant, the almighty. Ben là. Salut des animateurs, salut les crinqués. Salut! Aujourd'hui, oui, on parle des géants. On va mettre quelque chose au clair tout de suite en partant là, pour les gens qui pensent que on parle des géants parce qu'une autrice du nom de Joël Rivard va bientôt mettre sur le marché un livre qui s'appelle « À l'aube des géants ». Hein? OK. C'est un peu à cause de ça. Ça nous a inspirés. Puis une chose est sûre, je me suis rendu compte d'une affaire. Je pense qu'elle n'était pas au courant. Imaginatrix, elle aime les grosses affaires. Oh. OK? Non, là, s'il vous plaît, Je sais que tu t'en vas, là. les esprits mal tournés. Non, mais quel est l'autre épisode qu'elle a exigé qu'on fasse? Attends, les dinosaures. Les ben dinosaures. Ah, Fait qu'on a fait les dinosaures pour Joël et aujourd'hui, on fait les géants. Donc, pourquoi Joël, les géants? Puis ça, c'est sans compter les créatures gigantesques. oui, c'est vrai. Les créatures fantastiques dans lesquelles j'avais aussi parlé des géants. C'est vrai. J'ai pas le choix de dire que oui, les géants, je le répète encore une fois, c'est une créature qui me fascine depuis la tendre enfance. En fait, si on remonte loin, là, c'est quoi notre premier contact avec les géants quand on est enfant? Hey, moi, j'en ai un, mais je le dirai tantôt. Là. Je vais voir si... Moi, je suis sûr qu'on pogne toute la même affaire. Là. je suis pas Essayer sûr. quelque chose? Ben, moi, je parlerais de Disney, Jack et Haricot Magic. Oui. Ouais. À Disney, là, Mais- avec Mickey puis tout ça. Là, Mais encore plus ancré dans la réalité que ça. Ben, moi, je pense que j'ai un oncle qui était très, 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 très grand. Ah, oui. Pour oui. moi, quand j'étais petit, il avait l'air de méchant géant. OK. Mais Ouais. en fait, c'est les adultes. OK, T'sais, oui. Quand on est Là, enfant, je t'ai rendu au géant vert, c'est les cannes de poids, là. oui, aussi, c'est vrai, quand on était petit. Mais en fait, quand on est enfant, les adultes autour de nous, c'est des géants. C'est vrai. T'sais, C'est vrai. C'est quelque chose. Et dans Charlie Brown, on ne leur voit jamais la tête. Oui, c'est vrai, parce qu'ils sont tellement grands, puis le On cadrage comprend jamais rien ce qu'ils est disent. à C'est la vrai hauteur aussi. des enfants. Oui, c'est vrai. Mm. Puis bref, c'est ça, notre premier contact avec les géants, c'est les adultes. On les trouve fascinants, puis aussi on a peur d'eux parce qu'ils sont autoritaires. Mhm. Et ça m'amène un peu à notre deuxième contact avec les géants quand on est petit, et c'est les dinosaures. Oui. On en avait parlé sur le podcast avec les dinosaures. Et je vous avais dit aussi que Michael Crichton, dans Jurassic Park, avait fait une analogie par rapport à ça entre les adultes et les dinosaures. Il disait que les enfants aimaient beaucoup les dinosaures parce que, justement, ils représentaient un peu la figure parentale. OK. Et comme les parents, ils fascinaient autant qu'ils faisaient peur. OK. Si je fais de la philosophie à 25 cents, si les enfants tripent sur les dinosaures et qu'Imaginatrix tripe sur les dinosaures, Imaginatrix est-elle une enfant? Veux-tu qu'on réponde pour vrai? Je pense qu'on en est tous autour de la table. C'est vrai. Nous sommes des enfants de tous âges. Je suis quand même restée petite, fait que la plupart OK. des adultes, pour moi, peuvent encore être considérés comme des géants. Je ne répondrai pas à ça. Non, mais tu sais quelle sorte de combat qu'elle mène. Oui, oui. Oui, c'est son dans la même équipe. Je comprends qu'est-ce qu'elle vit. Bref, qu'est-ce qui définit un géant? On en a un peu parlé en pré-show, pas en pré-show, mais entre le pré-show puis le podcast. En fait, c'est une créature imaginaire qui est plus grande qu'un humain. OK. Puis là, on reste pour le podcast dans ce qui est plus forme humanoïde.
il y avait peut-être un débat à savoir si cette créature-là était dotée d'une conscience ou pas. Mhm. On va sûrement en parler plus loin dans le podcast au fur et à mesure qu'on va Oui, vous donner je veux m'ostiner avec Marc. des exemples. Il existe des vrais géants humains. Tu sais, il existe des vraies personnes qui étaient plus grandes que nature. Et au Québec, on a vraiment une grosse histoire, tu sais, d'hommes forts puis d'hommes très grands. C'est un peu lié avec notre passé colonial, un peu, si on veut, là, des gens à l'époque qui étaient coureurs des bois, qui défrichaient la terre, qui étaient extrêmement bien entraînés puis forts, tu sais, comme naturellement, parce que ça faisait partie de leur quotidien. On a eu plusieurs hommes forts au Québec, comme Louis Cyr, le Grand Antonio. Encore de nos jours, on a Hugo Girard. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Hugo Girard en personne, mais quand on le voit à côté d'une personne de taille normale, C'est épouvantable. il est grand comme ça n'a pas de C'est ça. sens. Là. Donc, ça serait à son avantage de se faire photographier avec toi et moi. Oui, ça pourrait être très drôle. D'ailleurs, j'ai une amie qui l'avait rencontré dans une compétition de fitness, puis il l'avait pris sur son épaule. Elle avait une photo d'elle sur son épaule, puis la différence était comme juste incroyable. Là. Ça n'avait pas de sens. Et si tu me permets, là, Hugo Girard, là, moi, je suis déjà allé à une compétition d'hommes forts avec mon beau-père. Mon beau-père qui mesurait 6 pieds, qui pesait quasiment 300 livres, qui était un colosse. Là. Moi, à côté de lui, j'étais un minus. Puis, on est allé à cette compétition-là. Hugo Girard n'était pas là, mais c'était tout dans le même genre. Et il y avait tous les types là-bas, c'était des géants. Et à un moment donné, c'était des monstres, là. il y en a un qui venait, je pense, d'un pays nordique, là. Je me souviens plus c'était lequel. Il s'appelait Stanislav quelque chose, en tout cas. Bref, mon beau-père est allé le voir, puis il a mis la main à l'intérieur de la sienne, et la main de mon beau-père était comme la main d'un bébé. Hey, hein? C'est incroyable, là. Puis j'ai des photos qui le prouvent, là, à Tu quel dis, point ces ma hommes-là, main, là, mais le bout de mes doigts se rend pas au début des siens, là. Tu c'est fais, ouais. épouvantable comment ces hommes-là sont massifs. Ben, comment c'est des comme géants. ma main dans la main de mon chum. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est gigantesque. Comme tu l'as dit. Fait que bref, c'est ça. De ces hommes-là, on en a beaucoup. On en voit beaucoup dans les compétitions d'hommes forts. À la lutte aussi, il y en a eu. On pense au géant ferré. Ben, c'est ça. J'avais de son vrai nom, André Roussimoff. Oui, qui était un lutteur français, je crois. C'est ça. Il faisait 7 pieds quelques. Ah, c'est un peu. Est-ce que je les ai? 2,24 mètres, 245 kilos. Tu sais, quand tu dépasses les 2 mètres, là, en partant. Ah, c'était une bête. 245 kilos. Hey, C'est un truc de fou. ça n'a pas de sens, là. T'imagines-tu qu'est-ce qu'il mange à un brunch de Noël? C'est ça. Mais imagine aussi quand il décide de se laisser tomber sur un autre lutteur. Mais tenait le rôle de Bigfoot dans L'Homme de 6 millions. Oui. C'était impressionnant. Sinon, au Québec, dans l'histoire du Québec, on en a beaucoup de ces géants puis de ces hommes forts-là qui ont peuplé nos légendes. Ça fait maintenant partie de notre culture. On peut penser, par exemple, à Antoine Tassé, qui travaillait pour les Forges du Saint-Maurice. Et lui, il aurait battu le diable à 2 reprises. Okay. D'abord au bras de fer, ensuite bataille à main nue, puis finalement, le diable, il l'aurait battu en se faisant passer pour une femme. Puis Antoine Tassé n'aurait jamais frappé une femme, donc le diable a réussi à le battre comme ça. Bon. Sinon, il y avait Jean-Baptiste Grenon, qui était aussi connu pour être l'Hercule du Nord ou l'Hercule de Charlevoix. Lui, on disait qu'il se serait déjà battu avec un ours à main nue. Et pendant la conquête anglaise, il aurait été fait prisonnier par les Anglais et il aurait réussi à s'enfuir en tuant un Anglais d'un seul coup de poing. Et il fait partie de mes lointains ancêtres parce que moi, ma famille, du côté de ma mère, c'est des Grenons. Bon, ben, alors, si on remonte voilà. ça, il y en a, Fait que t'as un ancêtre qui était un Hercule. C'est ça. Donc, t'es un... lointain. Fait que finalement, t'es un géant nain. Oui, tout à fait. Non, je partais pour dire, mais je vais te laisser y aller parce que d'après moi, tu vas peut-être même t'en aller là-dedans. Ben, on va voir. Un autre, il s'appelle Joe Montferrand. Celui-ci, il était bûcheron dans l'Outaouais. Et il a été très reconnu pour s'être battu avec 150 Irlandais sur un pont qui enjambait la rivière des Outaouais. OK. Et le fait marquant de cette histoire-là, c'est qu'il aurait utilisé un Irlandais comme massue pour attaquer les autres.
Bon. Il l'aurait pris simplement par les pieds, il C'est ça, l'aurait tu le fait prends par voler les d'un bord puis de Tu le l'autre. prends par les chevilles puis tu t'en sers comme batte de baseball. Exactement, puis il aurait jeté tous les Irlandais à la rivière Ah, bon. de cette façon-là. Transporter des pitounes sur ses épaules aussi. Oui. Des gros billots de bois, là. Puis il paraît aussi que, d'où ce qu'on pense qu'il y avait une grande taille, c'est qu'il y avait pour habitude, quand il rentrait dans une taverne, de donner un coup de talon au plafond. OK. Il faut rappeler quand même que les plafonds à cette époque-là étaient un peu plus bas que Oui, présentement, mais quand quand même. même. Mais quand même, moi, un coup de talon, là, je donne ça en dessous d'une chaise. Pas plus. Un des plus grands géants que l'histoire a connu, c'était un Québécois qu'on appelait le géant Beaupré, Édouard de son prénom. Cet homme-là faisait 8 pieds 3 pouces. C'est 2 mètres 52. Mhm. On dit qu'à l'âge de 9 ans seulement, il faisait déjà 6 pieds. Et évidemment, il y avait une maladie de la glande thyroïde qui faisait qu'il Oui. grandissait comme ça. Il y avait une légende, évidemment, qui tournait autour de lui. Cet homme-là, dans le fond, il a vécu sa vie avec les cirques, qui était un peu comme une bête de foire, même qu'il devait vivre reclus parce qu'il fallait pas que les gens le voient, il fallait que les gens payent pour le voir. Fait que il y avait une légende qui tournait autour de lui qui disait que si on le touchait, il transmettait une partie de sa force. OK. Et que même après sa mort, les gens allaient voir son cadavre pour le toucher pour avoir une partie de sa force. La réalité, c'est qu'il n'était pas si fort que ça. Il avait même fait un combat contre Louis Cyr. Et il avait perdu très rapidement parce qu'il était très grand, mais il était pas costaud, là. Il était quand même assez maigre. C'était pas quelqu'un qui voulait se battre nécessairement non plus. Et La majorité de ces gens-là, c'est du monde pacifique, de nature. Fait que, en partant... Puis, mais par contre, c'est vrai qu'après sa mort, il a été momifié. Et ils ont gardé son corps pendant plusieurs années avant de finir par l'enterrer. Ils l'ont exposé, entre autres, dans un musée pendant plusieurs années. Puis finalement, ils se sont rendus compte que ça se faisait pas vraiment. C'était vraiment pas respectueux de la personne. Fait que ça fait un peu le tour. T'en avais un? Ben, c'est parce que tu as parlé du géant Beaupré. Moi, je me demande tout le temps, quand on parle de ça, est-ce que Fred Pellerin est allé chercher pour faire Ismézac? Est-ce qu'il est allé chercher la légende du géant Beaupré? Je te voyais t'en aller, puis je pensais que c'est là qu'on s'en allait. Fred Pellerin, il s'inspire beaucoup des légendes du Québec en général. Ouais, c'est ça. Mais beaucoup des légendes de la Mauricie aussi. Ouais. Puis la Mauricie, là, c'est une région qui est riche en culture. Il y a beaucoup de légendes de géants qui venaient de ce coin-là, comme je vous disais, Antoine Tassé, justement, qui est des forges du Saint-Maurice. Fait que oui, ça se peut que... Je sais pas s'il s'est inspiré du géant Beaupré, mais c'est sûr qu'il s'est inspiré des hommes forts de la région et tout, là. OK. Mais là, j'ai comme le goût de chanter. Ah non. Non, laisse faire le beau dommage. T'es sûr? Moi, je suis Le pas mal, monde est fou. Je suis pas mal convaincu, même. Est-ce qu'on s'en va? Mais tu nous parles de légendes avec des géants et tout ça. C'est des légendes qui ont été écrites il y a longtemps. Là. Mais là, il y a des légendes qui vont paraître bientôt, écrites par toi-même. Oui. Parle-nous-en donc un petit peu. Ben, en fait... Est-ce que tu peux nous parler? Ouais, de ce que je peux vous parler, on est à quelques semaines de la publication. Là. C'est ça. On est à quelques heures de la fin secret. Du sociofinancement, je pense. Oui, c'est aussi. vrai. Ah oui? Oui, c'est vrai. Quelques heures de la fin? Okay. Oui, la campagne se termine lundi soir à minuit. Fait que si vous nous écoutez en direct, là, vous avez encore le temps d'y aller. Ou si vous nous écoutez, si vous êtes dans les premiers à nous écouter quand l'épisode sort sur YouTube, vous avez lundi, encore un on peu va de être temps. le 13? 13, ouais, c'est le ça. 13, ouais. Puis bref, c'est ça. Les géants, je vous l'ai déjà dit, moi, c'était une créature qui me fascinait. Puis j'écrivais des histoires avec ces êtres-là sans vraiment m'en rendre compte. C'était comme un sujet qui était récurrent dans mes textes. Et avec raison, parce que quand tu regardes autour de toi, quand on regarde autour de nous, on en voit partout des géants. Tu sais, juste la nature en tant que telle recèle de trucs qui sont plus grands que nous, qui dépassent notre compréhension. Et on pense, mettons, à Rivière-du-Loup,
en plein cœur du centre-ville, on a la Grande Chute, Oui. qui est vraiment impressionnante. Ça peut être les montagnes, ça peut être les lacs, le creux des rivières. Je vous parlais tantôt d'une légende de la Mauricie, qui est les... attends, je veux pas faire d'erreur en prononçant le nom, mais la légende des Mestabéoks, OK. qui sont des géants dans la culture atikamekw. Et il y en aurait un de ces géants-là qui aurait pris son canot et il voulait mourir au loin. Il y avait une meute de loups qui le pourchassait OK. et il voulait s'enfuir de ces loups-là. Fait qu'il il se serait en allé direct dans la terre avec son canot. Il aurait continué à ramer et il aurait creusé le lit de la rivière Saint-Maurice avec son canot et il serait allé mourir dans le fleuve Saint-Laurent. OK. Fait que ça, c'est des légendes auxquelles que je me rattache. C'est des éléments qui nous entourent auxquels que je veux parler dans mes histoires. Mais évidemment, l'imaginaire embarque et fait un lien entre qu'est-ce qui est concret pour nous, qu'est-ce qu'on voit, puis qu'est-ce qui peut être fantastique. Et leur donner une espèce de forme fantastique. OK. Mais là, dans ton livre, bon, évidemment, je veux pas vendre de punch, puis je les connais pas, les punch, j'ai hâte de les découvrir. C'est des géants, mais dans notre région, Oui. dans l'Est du Québec. Oui, parce que c'est quelque chose que je veux faire de plus en plus avec mes textes, avec mes histoires, c'est de faire découvrir notre région. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y a d'excellents auteurs québécois qui font découvrir leur région à eux. Et je trouve ça absolument merveilleux de découvrir d'autres coins de pays comme ça. Et puis, moi, ben, c'est ce qui m'a motivé un peu à écrire des nouvelles qui se passent au Bas-Saint-Laurent, que ce soit à Rivière-du-Loup, que ce soit au Témiscouata, à Desjely, à Saint-Elzéar. Je veux faire découvrir notre région par le... Ce qui est hot, c'est que quand tu lis un roman comme ça, un peu comme quand j'ai lu Abîme, quand tu lis un roman, puis qui est rattaché à des points bien précis dans une région qui existe, fait que tu vas lire ça, puis tu arrives dans cette région-là pour aller faire n'importe quoi, là. Puis là, tu te dis, c'est à cette place-là qu'est arrivé tel combat. C'est à cette place-là que le héros a rencontré telle gang. C'est à cette place-là que... Puis, tu sais, fait que c'est génial. Fait que les gens de l'extérieur, quand ils vont arriver par ici, ils vont pouvoir vivre un peu plus ça, là. Puis nous autres, ben, de la région, quand on va lire, ben, on va s'approprier ce qui va se passer parce qu'on connaît l'endroit. Ben, c'est ça. Oui, puis aussi, tu sais, dans le vocabulaire, dans les dialogues, j'utilise des régionalismes. Je parle, par exemple, à m'a donné de l'accent Braillon. Tu sais, de trucs qui sont vraiment d'ici, que nous, on comprend. Que les gens de l'extérieur vont peut-être vouloir faire de la lecture un petit peu plus active en allant rechercher c'est quoi ce truc-là, c'est quoi cette expression-là. Fait que... Y a-tu du monde qui met le culoton pour aller jouer dans la neige? Non. Non, mais à cette époque-là, à l'époque que l'histoire se passe avec mon petit garçon en hiver, il n'y avait pas de gros culotons comme on a à cette heure. Mais oui, il y avait les babiches, puis il allait poser les collets pour le lièvre. Puis... OK. La date de sortie? La date de sortie, ça va être en janvier. Je ne l'ai pas déterminée. En fait, je voulais faire mon lancement comme pas mal en même temps que le... Est-ce qu'on se fie sur la date qu'il y a sur la ruche? Parce que la date de livraison, il va sortir avant ça. Les gens qui vont le recevoir par la poste, ils vont le recevoir au plus tard, à la fin janvier. Mais avant ça, au mois de janvier, il va y avoir le lancement. Je suis en train de finaliser les détails. Il va y avoir un lancement à Rivière-du-Loup et un lancement à Desjely. Puis c'est ça, un coup que les lancements vont être faits, là, je vais procéder aux envois là, de toutes les personnes qui ne seront pas venues chercher les exemplaires. Question pour ceux qui te connaissent un petit peu puis qui connaissent un peu ce que tu as fait à date. Est-ce que tu as besoin d'avoir lu un autre de tes romans avant? Genre Le Berger des Loups, mettons, est-ce qu'il faut l'avoir lu? Non, absolument Le Berger des Loups pas. est tout seul, puis... Oui, c'est indépendant. Le Berger des Loups, c'est vraiment de la fantasy dans un univers complètement inventé, tandis que les 3 nouvelles d'À l'aube des géants est vraiment dans notre monde, à nous. C'est 3 histoires indépendantes aussi. C'est 3 histoires que tu peux lire dans le désordre, comme tu veux. Les 2 premières nouvelles se lisent l'hiver, fait que je m'attends que les gens vont peut-être vouloir les lire présentement parce qu'on est plus dans le mood. Puis la dernière nouvelle, qui est une novella, elle se déroule en été. C'est une histoire de camp de vacances, c'est une histoire de bar de feu.
Fait que là, Slasher de bord de guerre. Un géant slasher. Ouf! Ouf! Bon, Qui prend ses victimes comme batte de baseball. il n'y a même pas besoin des bottes de 7 lieues, lui, en plus. Hein. Non, absolument pas. Ben, on a tous hâte de lire ton livre. C'est un méchant temps à part de ça. Là. Oui. Avec le coffret. Moi, j'ai pris le coffret, moi. Va péter. J'ai passé à 2 doigts d'en avoir un. OK. Ouais. Mais dans le fond, tu vas avoir le même coffret que Sylvain a pris. Bon, tu vois? Hein? Ben Non, oui. oui. OK, mais j'ai... Elle t'a arrangé ça. Ah! Non, en fait, c'est que Ok. celui que Marc a pris, il y en a plus. Ouais, c'est ça. C'est le coffret du berger. C'était Ouais. un coffret que j'avais déjà sorti l'année Ouais. dernière. Que j'ai acheté. Sylvain avait acheté à ce moment-là aussi. Puis ça inclut et mon premier roman, Le Berger des loups, Ouais. et le recueil. Oui. Et des petits cadeaux qui sont en lien avec Le Berger des loups. Ouais. Celui que tu as pris, puis il en reste d'ailleurs encore 5 exemplaires, je crois, c'est le recueil seulement. Et ça vient aussi avec des petits cadeaux, mais ceux-là sont liés au recueil à l'Aube des géants. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Il vient pas avec Le Berger des loups. Si vous voulez avoir Le Berger des loups, je pense qu'il en reste une dizaine d'exemplaires là, en duo avec À l'Aube des géants, mais il vient pas en coffret, celui-là. OK. Moi, j'ai été chanceux. J'ai le coffret... Oui, toi, tu as le coffret. À l'Aube des géants. Puis vu qu'on se connaît, là, je vais m'arranger pour te rajouter Bon. un berger là-dedans. Tu sais, qu'est-ce que je vous avais C'est dit, ça. hein? Dindant, Des- tout le monde. des- Dindant, les... non, C'est ça. Des connexions. Des connexions, oui. C'est ça. Moi, j'ai fait comme tout le monde, puis toi, tu passes... À côté. Comme Tu passes d'habitude. free. Ben oui. Mais tu t'attendais à quoi? Mais c'est bien correct. Tu t'attendais à quoi? Fait que, On est des amis. Ben oui. fait que je terminerai ça en disant que dans le fond, pourquoi qu'on utilise les géants dans la fiction, c'est parce qu'ils personnifient tout ce qui est plus grand que nous. Mhm. Ils nous remettent à notre place dans l'univers un peu, si on veut. Ils nous rappellent à quel point on est petit Ouais. et insignifiant dans l'univers. Bon. Puis, Oh, là. Je suis Non, pas, mais- je suis pas insignifiant. Hein. Non, mais par rapport à la d'ailleurs... grandeur de Oui, l'univers, non, je sais. Je sais, ça- on est une poussière. il y a des concepts qui sont tellement plus grands que nous qu'on peut Mhm. avoir de la difficulté à se les imaginer. Oui. Mais en les mettant dans des personnages comme ça, ben Oui. là, on est capable de faire des liens, puis faire des... Oui, parce que c'est un des principes qui est utilisé dans les jeux. Puis tout ça, autant dans les jeux de rôle que les jeux sur table, que les jeux vidéo, que pense-y, là. C'est un principe qui est utilisé. C'est ça. Le gigantisme, on va dire. Oui, C'est le danger, mais l'émerveillement aussi. Ouais. oui. Que tu fais, ah, long, c'est donc ben gros, c'est donc ben wow, mais finalement, je peux donc ben mourir là. C'est ça, c'est ça. S'il me voit pas, il me pile dessus, c'est fini. Ouais, c'est ça. Mm. Puis s'il me voit, puis il me court après, c'est fini pareil. Ça se peut aussi. Dans la littérature, Paperman, les géants. Il n'y a pas Écoute. personne qui en parle ben. Et, Non. Une chance que J'étais- Joël fait des livres là-dessus. ouais, c'est ça. J'étais parti là, allègrement sur une immense recherche. Puis là, je me suis dit, je vais aller chercher tous les géants dans la littérature. Puis là, tu sais, je vais vraiment là, parler de la mythologie, les voyages de Gulliver. Puis Hey, là, t'as je vais, besoin tu de sais, parler de quelque chose, toi. oui, ben là, oui, mais ça sera pas très long. Puis là, cette semaine, je reçois Goldorak, la BD, poum! Là, je reçois René Lévesque en BD, poum! Puis là, ça chemine dans ma tête. Et là, je suis dans ma voiture et je suis en train d'écouter la bande sonore de Braveheart. Puis là, je me dis, 3 géants. je suis en train de changer toute ma recherche, moi, en 5 minutes pour dire que, oui, les géants, c'est des créatures mythiques. Oui, on en a partout dans la littérature. Hulk, c'est un géant. C'est vrai. C'est le géant vert, c'est la représentation même de la force du géant, même s'il n'est pas immense, mais même il y a eu un instant où il grossissait avec Ouais. ses pouvoirs. C'est ça. Euh, Ben, dans le film de 2003. Oh, effectivement. Ouais, mais Puis- il y a une histoire comme de quoi qu'avec plus que tu y donnes de pouvoir kinétique, plus que tu Mhm. frappes, tout ça, il prend de la force. Il prendrait de l'expansion, C'est ça. effectivement. Peut-être. Ouais. J'ai déjà vu ça quelque Mais part. il a beaucoup évolué comme personnage. Mm. Puis là, je me suis dit, ou bien je m'en vais vraiment dans les trucs où ce que on parle de géants, mais tu sais, de personnages qui sont pas nécessairement immenses au niveau de la taille,
mais qui peuvent être immenses au niveau de leur représentation, dans notre société. D'où l'expression plus grand que nature. Plus grand que nature. Et là, je regardais ce Goldorak. Et puis, je me disais que c'était que dans le fond, un immense robot géant. Mais lui qui le faisait vivre, c'était Actarus. Le dessus du livre, il est carrément représentatif. Exactement. Puis Actarus, était-il un personnage plus grand que nature en tant que tel? Oui, parce que c'était un personnage qui était comme un peu, tu sais, je veux dire, un peu énigmatique. On savait pas trop de choses sur lui, mais tu sais, il a tellement marqué l'imaginaire de plusieurs enfants. Puis il disait jamais rien non plus en tant que tel, ce personnage-là. Et là, je lis René Lévesque et je m'arrive avec la même conclusion. Une magnifique BD d'un personnage qui était minuscule. René Lévesque, c'était pas un grand homme, il était petit et il était pas physiquement grand, mais par tout ce qu'il a fait, par tout ce que du bon comme du mauvais, parce qu'on n'est pas là pour juger, mais il a amené tellement d'affaires que je me disais, oh, c'est un géant, cet homme-là aussi. Tu sais, alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Fait que je me suis dit, on va faire un genre de melting pot des deux. OK. Pourquoi pas? Hein? Écoute, les géants dans la mythologie, il y en a tellement. Je veux dire, dans la mythologie grecque, on parle plus de titans. Quand on va parler des titans, exemple, Zeus, c'est le fils de Cronos qui est un titan. Les titans qui sont des créatures légendaires, mais qui étaient des géants également. Alors, déjà là, de base, la mythologie nous parle de géants et on sait que la majorité de la littérature qu'on a aujourd'hui, la culture de l'imaginaire, part de la mythologie. C'est comme un peu la base de la culture de l'imaginaire. Alors, les voyages de Gulliver, je t'en ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant, les voyages de Gulliver, parce que là, on est en 1715 quand le roman sort. OK. Et c'est pas un géant en tant que tel. Tu sais, je veux dire, Gulliver, c'est un homme comme toi C'est puis ça. moi. Mais il arrive dans un mais pays... il est un géant pour d'autres. Exactement. Et c'est là qu'on revient à la fameuse phrase que Imaginatrix nous a dit tout à l'heure, qu'on est représentatif de... On peut être un géant pour quelqu'un, même si on ne l'est pas. Alors, pour les Lilliputiens, Gulliver, il est immense. C'est un géant, mais dans le fond, il est comme toi puis moi, là. Et ça avait été marquant au niveau de la littérature parce que là, on inventait une race de petits bonhommes et tout ça. Il y avait vraiment, c'était très satirique d'ailleurs, le roman, pour cette époque-là. Là. Si les gens veulent le lire, il est encore disponible, c'est libre de droit aussi. Je peux pas passer à côté de la magnifique biographie de Bugs Brown qui est sur André le Géant. On en a parlé tout à l'heure. André le Géant, la vie du géant ferré. C'est ça. Juste parenthèse, j'ai jamais compris et j'ai pas trouvé l'information pourquoi on l'appelait le géant ferré. Ils disent à l'intérieur, mais je m'en souviens plus pourquoi. Parce que en anglais, c'est Andre the Giant. Andre the Giant. Puis quand tu vas faire des recherches, on le traduit par André le Géant. Ouais, tout à fait. On ne l'appelle pas le géant ferré. D'ailleurs, qui avait joué dans La Princesse Bouton d'Or. Oui, aussi. Oui. Écoute, c'est un personnage plus grand que nature parce que c'est un personnage qui a souffert de son gigantisme, des problèmes physiques, des problèmes mentaux. Il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes. Énorme, parce que je veux dire, son corps ne marchait plus. Là. C'est ça, c'est pour ça qu'il est décédé d'ailleurs. Il est décédé, tout ça. Et cette BD-là, qui nous raconte sa vie, va nous parler de tout ça. Les points positifs, bien entendu, d'être géant parce qu'il a fait une carrière de lutte extraordinaire. Il a été adulé par tout le monde. La force gigantesque qu'il avait naturellement parce qu'il y avait cette possibilité-là avec des muscles plus gros, des articulations, des os, tout ça. Fait que ça lui permettait de faire des trucs que toi puis moi, on pourra jamais faire. Mais c'est tout l'autre côté de ça en arrière également. Tout le côté des problèmes que ça amenait. Et Brown, dans sa biographie, va tout le temps nous la raconter par rapport à ce que lui a vécu entre deux géants. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'être un peu lui et un peu ressentir ce que lui a ressenti. Et ça passe, là, on voit vraiment toute sa vie. Là. Les plus gros moments importants comme les films qu'il a fait, son fameux combat avec Hulk Hogan. Ce qui a été un match extraordinaire de lutte. D'ailleurs, la lutte pour les petits garçons et les petites filles qui regardent ça, c'est des géants. Je veux dire, quand t'as 7-8 ans, tu regardes la lutte,
tu fais comme, mais mon Dieu, ça n'a pas C'est de ça. bon sens. Ben, déjà qu'on considère les adultes comme étant des géants, imagine Voilà. les lutteurs. Ben, c'était quasiment des dieux qui se battaient, là. Tu sais, je veux dire, on est proche, là, de la représentation des dieux de l'Olympe, là. Tu sais, qui se battent puis tout ça. Mais la lutte, c'est la même chose, là. C'est un ça. show qui te donne des grands hommes, des grandes femmes aussi, parce que maintenant, les femmes luttent, musclées, toutes huilées, tout ça. C'est pas loin de ça. Je veux dire, on regarde toujours le côté de la mythologie à l'intérieur de tout ça. Oui. Des personnages plus grands que nature. Et en plus d'être plus grands que nature, là, ils sont vraiment plus grands physiquement. Parce que c'est assez incroyable. Là, C'est ça, mais tout le spectacle aussi. Ah, ben tout ben est oui. gros. Ben oui. Puis ça aussi, je veux dire, est-ce qu'on en parle de ça? Je veux dire, c'est pas physique, ça existe pas, mais le spectacle est gigantesque aussi. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable le spectacle que ces gars-là font. Puis c'est géant. Quand tu vas à un show de lutte, c'est incroyable. Non, tout est... Puis on peut vivre la même affaire dans n'importe quel sport. Là. Je veux dire, quand tu vas au Super Bowl, là, Oui. je veux dire, on s'entend-tu là, que c'est un truc qui est complètement dément et c'est géant parce que être géant, dans le fond, c'est que ça dépasse les limites de la normalité. Alors, tu sais, un géant, c'est quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est fort. On le perçoit comme ça. Ben, un événement peut être ça également. Une voiture peut être ça. OK. Un C'est robot peut c'est pas être le ça. cas de ma voiture. Non, moi non plus. Écoute, tantôt, en pré-show, on s'est un peu tiré la pipe sur Goldorak. Ben, pas autant que ça, non. Je veux dire, on parlait de ça. Tu disais peut-être, non, moi, je le voyais plus par rapport à sa grandeur, bien entendu, parce que c'est un immense géant. Mais ça reste que ça prend quelqu'un à l'intérieur. Tu sais, je veux dire, comme dans Pacific Rim, par exemple, c'est la même chose. C'est ça. Evangelion, c'est la même chose. C'est toutes c'est pas des créatures, mais c'est toutes des gigantesques conceptions humaines qui fait en sorte qu'on est impressionné par ça. OK. Donc, quand on se tirait la pipe avant de faire le podcast, c'est que moi, je voyais un géant comme étant quelqu'un doté de sa propre vie. Oui. Donc, Goldorak ne serait pas un géant, mais les Transformers en seraient. Oui. Tout à fait. Oui. Ouais, effectivement, parce qu'ils ont une propre conscience. Le géant de fer, par exemple, en serait un. Même les Evangelion, parce qu'ils ont une propre conscience à eux, mais c'est un peu plus complexe, là, parce que c'est comme un genre de mutation avec le premier ange, en tout cas. Bref, là. Je peux pas passer sous silence Attaque des Titans. Hein, la série manga qui est extrêmement populaire. C'est ça. En série, en manga, en série télé, en film. Qu'on nomme-les, il y en a le partout. Le film a là. été populaire, mais on ne me le conseille pas. Non. Non. Red l'a dit tantôt, mais Fiston m'a dit non. Mais ça reste que c'est des immenses géants. Oui, exactement. Qui sont très énigmatiques. D'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là. À un moment donné, on comprend au fur et à mesure que l'histoire avance. C'est ça, mais en plus, sont dotés d'une conscience, oui, puis non. Ouais, c'est comme... T'as l'impression que c'est presque des zombies. Ouais, ils font c'est comme un instinct de manger, là. Je veux dire, sauf que c'est des zombies de 12 pieds. C'est ça. Ça torche un peu, là. On s'entend, là. Ils courent plus vite aussi. Ben, je sais pas s'ils courent plus vite, mais leur poids est plus grand que les tiens. Ouais, c'est vrai que leur enjambée est plus grande que pas la mienne. Pas nécessairement plus de pas minutes, mais... Écoute, si je te parle de vaisseau spatial qui a 1,6 km de long, est-ce qu'on peut s'entendre que c'est quand même assez long? C'est assez géant. Écoute, dans Star Wars, on est dans le gigantisme extraordinaire. C'est un méchant temps. Là, tu parles vraiment de la scène d'ouverture du premier. Écoute, le Star Destroyer, qui est une machine de guerre extraordinaire, qui est immense par rapport à la petite navette Tantive 4. Et là, on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu dire, mon Dieu, c'est cet immense vaisseau-là. Mais non. On va faire une Death Star, qui est une station orbitale, qui est une lune. Tu fais comme, mais voyons, ça n'a aucun sens. On va faire un Executor, qui est un vaisseau Super Star Destroyer, qui est 4 fois plus grand qu'un Star Destroyer ordinaire. Alors, on met tout ça tout le temps plus grand. Ça me fait toujours penser à Itchy Scratchy, là, quand il sort un fusil. Un plus gros. Absolument. Puis, on a le même phénomène dans Dragon Ball. Tu sais, dans Dragon Ball, on a les personnages
qui sont de base. Et là, on va les transformer pour les rendre plus grands, plus forts. C'est une forme de gigantisme, Oui. une gigantisme de pouvoir. Et là, on se dit, il n'y a pas de niveau. Niveau 1, une Saiyan niveau 1, Saiyan niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Puis là, on dit, mais non, ça va arrêter un moment donné. Non, on fusionne. Et là, en fusion, on peut être fusion Saiyan niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Puis là, on se dit, là, s'il y a 2 Saiyan niveau 5 qui fusionnent ensemble, ça fait, ça arrête plus, là. OK. Et on est dans le gigantisme. On est toujours dans Ah oui. les trucs géants. Faut C'est ça. toujours Ça, être plus gros. The One Punch Man est une parodie de ça. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense qu'à un moment donné, dans Dragon Ball, il s'auto-parodie lui-même. Là. OK. Tu sais, je veux dire, plus ça avance, plus, tu sais... D'ailleurs, un moment donné, Son Goku le dit, là, il dit, je me rends compte que dans le fond, là, si la Terre est toujours attaquée, là, c'est un peu à cause de moi, là, parce que, tu sais, je dis, je suis comme Il trop attire fort, ça. puis tu sais, j'arrête pas de vouloir être plus fort puis plus gros, puis là, ça attire tout le monde qui veut comme Il est bien pas me si botter. grand pis tout, parce qu'il y en a des vraiment plus Oui, grands que lui. Puis, mais c'est au niveau de sa force ouais, physique, mais au niveau Goku- de son Ouais, tu c'est sais, ça. je te dis, il est gigantesque. Mais dans Star Wars, honnête, le Star Destroyer, là, la première fois que tu le vois, là, il passe longtemps. Hein? il est sublime. Oui. Il est sublime. Non, non, et c'est- écoute, 1,6 km de long, là, imaginez ça, là. Oui. Comment c'est grand, comment c'est gros, comment c'est immense. Mhm. Et souvent, Joël l'a dit tout à l'heure, on n'a pas cette capacité à s'imaginer ça, à quel point c'est grand et à quel Ouais. point c'est gros. Parce que on n'a pas de référence, on n'a pas de comparaison. Ouais. Tu sais, je veux dire, on va comparer le plus gros avion qu'on a aujourd'hui avec ça. C'est comme si c'était une pointe d'aiguille, là. C'est ça. Tu sais, je veux dire. Mais, Mais moi, je repense à quand j'ai vu La guerre des étoiles, parce qu'en Ouais. 1977, au Québec, ça s'appelait La guerre avec des étoiles. là. Z3PO puis Chewie. Ça, je le sais, probablement. Oui, mais- c'est sûr. Mais je suis dans un cinéma et j'ai 10 ans, 11 ans, et le film commence avec ça. Ouais, OK. c'est pas de sens, là. C'est pas la même chose que regarder ça sur un écran cathodique 32 Non. pouces, là. Non. OK? Là, t'es au cinéma, puis là, la pointe arrive. Puis ça avance. Puis ça avance. Puis ça avance. Puis ça finit plus de finir. Ouais, c'est- C'était géant. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui. On le retrouve encore dans cette volonté d'aller toujours plus loin dans la création. Mhm. Surtout au cinéma, hein, je veux dire, il y a comme un effet d'enflure qui se fait, où ce que tu te dis, bon, je vais créer ça en effets spéciaux, ben là, je vais aller plus loin, je vais aller essayer d'encore être plus grand, plus gros, plus fort que Mhm. ça, avec un autre truc encore plus hot, plus incroyable. Oui. On a fait une Death Star, fait que là, dans les nouveaux films, on a fait une planète avec une base dessus qui s'arrête pas, là. C'est incroyable, là. Écoute, y a-t-il des géants dans l'œuvre de Tolkien? Il y a des araignées géantes, en tout cas. Ouais, mais Il y a Ouais. des olifants. Ben, moi, je vais dire, je m'attendais que tu allais en parler parce qu'il faut que t'en parles. là. Dans Bilbo, il y a eu, quand il part dans les montagnes avec les nains, il y a une merveilleuse scène où il y a, dans le film, on le voit visuellement, les géants là, qui se combattent. Oui. Dans le livre, c'est beaucoup plus subtil. Gandalf va parler des géants. Dans cette scène-là, c'est plus un genre de combat d'orage qui fait en sorte que Bilbon Il se tire des pierres. il se tire des pierres, mais on les voit jamais en tant que tels. C'est toujours toujours de Ben, voir... dans le film, on le voit un peu Ouais, comment mais- est-ce qu'ils l'ont adapté. Ouais. C'est bien. Mais est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Tolkien n'a jamais donné réellement d'indication là-dessus. OK. Dans le roman, Gandalf parle clairement qu'il y a des géants. Il dit, mais c'est pratiquement jamais développé. Cette fameuse scène-là, on la voit de différentes façons. On la voit par les yeux de Thorin, on la voit par les yeux de Gandalf et on la voit par les yeux de Bilbon. Alors Gandalf, pour lui, c'est un combat d'orage. Mhm. Pour Thorin, c'est clairement des super géants qui se pitchent des roches, puis il dit même à Béorn, on s'est caché dans une falaise, puis on a réussi à sauver des géants. Et pour Bilbo, Bilbo, c'est l'enfant. Mhm. Bilbo, dans Bilbon, dans le roman, c'est exactement ça. Pour lui, tout est extraordinaire, tout est Oui. géant, parce qu'il n'a jamais rien vécu. Il part à l'aventure, il rencontre des trolls, il rencontre des elfes. Et pour lui, tout est géant. Tout est vu à la multiplication 1000. Et ça, on a souvent ça également comme première impression quand on va regarder quelque chose.
sais, une impression de gigantisme, une impression tellement immense que ça nous reste marqué. Je vais te donner un exemple. La première fois que tu écoutes le film Alien, Oui. que tu vois la créature qui descend pour tuer Brett dans les chaînes là, avec le chat, là, puis tu la vois, là, elle est immense. Elle descend tranquillement, là, puis là, tu fais comme « Ah! » Là, c'est la première fois que tu la vois de ta vie, là. Quand elle sort de la boucane, puis tout, Ouais. là, tu fais... Là, tu fais comme « Mon Dieu! » là. Et ça, jamais tu vas revivre ça après ça. Parce que c'est la première impression que tu as, mais c'est tellement immense, c'est tellement gigantesque. Malgré que tu fais ça avec la reine dans le deuxième. Un peu aussi, même s'il n'y a pas le même niveau parce que la surprise n'est pas là, mais cette créature-là était jouée par un géant. Le personnage qui le jouait, c'était quelqu'un qui était immense. Physiquement, c'était un grand gaillard. D'ailleurs, c'est le même personnage c'est le même personne qui a joué Predator dans le film. Ben, au début, ils en ont parlé aussi dans le film That Made Us, qu'ils ont mis 2 personnes dedans avec des échasses, avec des bras d'un côté. Ça n'a pas de sens, ça. Il y a Jean-Claude Van Damme qui avait fait des... qui avait fait des tests. D'ailleurs, le premier costume du Predator avec Jean-Claude Van Damme, là, allez googler ça, là. Si vous allez vous taper une gigantesque rigolade. C'est ça, parce que du monde qui pense encore aujourd'hui que c'est lui qui est dans le film. Mais ça fait partie de la légende. C'est ça, mais c'est lui qui a fait les premiers tests. Oui, tout à fait. Non, ça n'aurait pas donné le même film, là, pas du tout. Effectivement. Et il y a des personnages iconiques qui sont des géants. Je veux dire, Chewbacca. Oui. En Star Wars, c'était considéré comme un géant. L'acteur lui-même était immense. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, même dans la représentation et dans la façon de le décrire, on sent très bien que pour Han Solo et pour les autres personnes qui sont autour, c'est quelqu'un qui est plus grand que nature. Physiquement et par sa présence. On l'a. Je terminerai avec les créatures gigantesques cosmiques. Y en a-t-il, mon cher? Ben, en tout cas, pour un certain Lovecraft, oui. Toulouse pourrait être considéré comme un immense géant, bien entendu, parce que c'est la créature qui l'a créé. Mais je pense que la beauté de l'œuvre de Lovecraft, c'est de nous faire réaliser à quel point on n'est rien par rapport à ce qu'il y a dans le cosmos. Okay. Et ça c'est représentatif par rapport à la taille, mais également par rapport à tout ce qui est relatif à notre vie. Tu sais, je veux dire, quand on regarde notre petite existence d'environ 84 ans en moyenne pour les hommes, 88 pour les femmes, je pense qu'on est rendu au Canada, et qu'on compare ça par rapport, mettons, à la vie d'une étoile qui se calcule par milliards d'années, on se dit qu'on est réellement qu'une petite poussière. Et là, on peut refaire la même chose quand on compare notre vie à nous par rapport à la vie d'un éphémère ou d'une fourmi. Je veux dire, c'est incroyable à quel point l'univers est gigantesque. Ça nous rappelle notre impuissance un peu. Oui, là, tout à fait. Face à tout à fait. Oui. Tout à fait. Et ça réveille en nous une curiosité, peut-être même une crainte devant cette immense étendue spatiale-là qu'on connaît pas. Oui. Hein? Et on pourrait faire le même exercice par rapport aux profondeurs de l'océan qu'on connaît absolument pas. Je terminerai avec probablement le plus grand des géants dans l'œuvre de Lovecraft, qui est Azathoth. Azathoth, qui est une genre de grosse boule dégueulasse qui flotte dans l'espace. Ouais, c'est une interprétation. Ouais, qui est comme un genre de dieu ultime, mais qui fait rien. Il est là. Il est comme, il dirige comme tout, mais c'est pas réellement lui qui dirige. Il y a un paquet de monde autour qui gravite autour de lui. C'est un peu représentatif de tout ce qu'on comprend pas, de tout ce qu'on peut pas expliquer. Et en même temps, il développe tellement une crainte chez les personnes qui l'entendent parler ou qui l'entrevoient que tu te dis que c'est quoi? Tu sais, je veux dire, c'est ça la beauté de D'ailleurs, je veux pas... excusez-moi, là, mais pour ceux qui veulent pas avoir un divulgateur, un spoiler sur l'affaire, sur les dossiers de Sherlock Holmes, les dossiers Cthulhu, à la fin, c'était un duel de titans, là. Il y a un duel carrément de titans, là, où t'as Nyarlathotep qui se bat, qui est devenu... C'est Moriarty qui est devenu Nyarlathotep, et qui se bat contre Cthulhu directement, là.
c'est immense. Là. Puis comme ils le décrivent, là, Marc, tu vas être d'accord avec moi, là, comme ils décrivent ça, là, c'est un combat cyclopéen. Là. Ah oui, c'est clair. C'est là. immense. Là. C'est immense. Fait que je termine, mon cher Sylvain, avec le fameux passage des géants dans Bilbo. Bilbo le Hobbit, qui va comme si, parce que c'est quand même écrit. Je me demandais si tu allais le lire, justement. C'est quelqu'un qui est quand même considéré lui-même comme un géant de la littérature. Alors, tout alla jusqu'au jour où ils se heurtèrent à un orage plus qu'un orage, un duel d'orage. Vous savez combien terrifiant peut être un vraiment gros orage dans les terres et dans les vallées. Surtout quand deux orages se rencontrent et s'entrechoquent. Plus terrible encore sont les tonnerres et les éclairs la nuit dans les montagnes quand les tempêtes montent de l'est et de l'ouest pour se faire la guerre. L'éclair éclate sur les sommets, les rocs tremblent, de grands fracas fendent l'air, et vous roulez dans toutes les cavernes et tous les creux, et les bruits sont remplis de bruits accablants et de lumière brutale. OK. Et ça, c'est la représentation de deux géants qui se pitchent des roches, mais est-ce que c'était réellement des géants ou seulement une interprétation? OK. Et ça, ça Ou restera... seulement le tonnerre qui frappait dans la vallée, dans une Effectivement. région montagneuse, que Mais- ça devait mais claquer en fait, sur un mètre en temps. Quand on remonte au premier peuple, tu sais, qui ne pouvait pas expliquer c'était quoi le tonnerre, ben, Et voilà. il y a plusieurs civilisations que pour eux, c'était justement des Oui. géants qui étaient en train de se battre. Je ne serais pas Tout à surpris que Tolkien ait pris son Tolkien idée. était Ben, un amoureux de la mythologie nordique. Exactement. Ben, C'est tu sais- ça, ben c'est Thor. Tu sais que Thor qui frappe Mhm. avec Oui, aussi. son marteau. Ouais, mais Mhm. pour avoir écrit ça, là, il a fallu que Tolkien se ramasse à un moment donné en montagne, à une place où il y a pogné un orage. Parce qu'en montagne, quand tu es dans une région qui est montagneuse, qui est rien que du rock, là, C'est pas pareil, hein? c'est pas pareil. C'est Ok. pas la même Alors, game. c'est- La même game. T'as l'impression que le tonnerre tape à côté de toi, même s'il est vraiment loin. Ça frappe, ça n'a pas de sens. Puis la résonance a juste pas de Ok. bon sens. Puis tu le sens vibrer autour de toi parce que quand le tonnerre tape à terre, ben, il tape dans le roc, puis la vibration, tu la sens tout le tour. Mhm. Fait que de là, c'est pour ça que j'ai tout le temps pensé que Tolkien a dû vivre quelque chose similaire à ça Sûrement. pour pouvoir écrire ça comme ça. C'est quelqu'un qui prenait des longues marches, il aimait beaucoup la nature. Fait que... Mais en même temps, c'est un amoureux de la mythologie nordique. Alors pour lui, c'est sûr que ça vient de là. C'est tout un melting pot de ça. C'est tout Un les exclut pas l'autre. références. C'est ça, C'est c'est ça. toutes les références qu'il y a. Où il a prédit le film Godzilla versus Kong. Ouais, mais je t'en ai pas parlé, ça, je vais te le laisser. J'ai pas parlé de Giant Man non plus, qui est quand même un C'est vrai, personnage c'est vrai, Giant Man, qui oui. est assez extraordinaire aussi Ben, dans Marvel. surtout Là. quand on le voit arriver dans les films. Oui. Dans Civil War. Oui. Qu'il devient Giant Man. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est un beau personnage aussi. Là. Il y en a C'est des vrai. personnages aussi dans les comics qui sont les géants. Oui, oui, Je veux oui. dire, qui ont la capacité de grandir, de rapetisser, ou qui sont déjà géants tout court. Il y en a beaucoup. Dans ma liste. Loki est fils de Oui, géant. c'est vrai. Ouais. Oui, oui, Pardon. oui, Ouais. absolument. Mhm. C'est vrai. Du Euh, Jotunheim. Dans ma Ouais. liste, j'ai mis Kong, Ouais. King Kong. On considère ça comme un géant parce que normalement un singe, c'est pas si grand que ça. On a parlé vite du géant de fer Oui. qui, à ma grande surprise, n'a jamais eu de suite. Je comprends pas ça. Quel beau film. Oui, que j'ai Honnête, là. uniquement en cassette VHS, Ah. par exemple. Là. Un film qui rallie tout le monde. Les adultes, Oui. les enfants, tout Oui. le monde. C'est magnifique. L'animation est parfaite. D'ailleurs, celui qui a fait ce film-là est Brad Bird, qui plus tard s'est en allé pour Pixar faire Les Incroyables. Bon. Ben. Entre autres, je pense qu'il a fait Ratatouille aussi, puis peut-être plein d'autres. là. Bon, des petits films de rien du tout. Ce sont, Qui ont embarqué personne. mais pour de l'animation en dessin, là, parce Ouais. que là, Pixar, on parle d'animation 3D, Mhm. là, c'était tout un film. Ah, puis c'était Ouais. touchant aussi. Je Oui. veux dire, tu sais, comment on arrive à s'identifier puis à s'attacher à une machine. Mm. C'est là la Oui. beauté du film. Oui. Mais est-ce une machine? À ça, là, on est dans des questions d'Ikienne, mon cher ami. Là. Ouais. Là, on est dans le Philippe Codic, là, on est plus dans le cyberpunk, le transhumanisme, savoir est-ce que les machines ont une conscience. C'est ça, parce qu'on On peut-tu les considérer comme humaines mais ou pas? on sait pas d'où il vient. Ah non, on le sait Donc, pas. c'est peut-être pas une machine. C'est il est peut-être un transformeur. Il est peut-être né comme ça. Est-ce qu'il y a une âme? C'est Ben, peut-être un le peuple- géant un- de fer, moi, je pense que oui. C'est Bon. peut-être un peuple comme les Transformers, par exemple. Fait que, Peut-être. en partant, si tu penses qu'il peut avoir une âme, Mhm. pose-toi plus de questions.
OK. Moi, mais Marc disait Tant que qu'à c'était moi. pas un géant, ça. Marc, il est là au bord de la table. C'est quoi tu veux qu'il fasse? Ah, moi, il est même bord que toi. Ça s'appelle le géant. Il s'appelle le géant de fer, mais il est pas un géant. Mais Mais il y avait un géant de fer aussi dans le film Le Roi et l'Oiseau. Je sais Oh, pas si vous oui. vous rappelez dans les Non. années 80, un autre beau Ouais, film. Qu'est-ce que c'est beau, ce film-là. Puis justement, le géant, si je me rappelle bien, il prenait une espèce de forme de conscience vers la fin du Oui. film. Il était comme une machine à tuer qui était utilisée par le roi pour essayer d'anéantir le petit le petit ramoneur. oiseau. Ouais, oui, Ok. le ramoneur puis l'oiseau. Oui, l'oiseau aussi, c'est vrai. C'est tellement un beau film. Ça, c'est un film qui est sans parole, d'ailleurs, je crois. Il y en a Non, pas oui, beaucoup. L'oiseau parle, Ouais. le corbeau parle. La musique de mais ce oui. film-là, c'est extraordinaire. Honnête, là, si vous avez la chance de voir ça, là. OK. Et c'est une question qui est tellement importante dans la culture de l'imaginaire, est-ce que la machine est capable de se développer une conscience? Ça en était un très bel exemple. Ouais. Je pense que ça hante les créateurs depuis toujours. OK. Quand Joël parlait tantôt des premiers géants qu'on a vus, moi, c'est ce géant-là qui m'est venu en tête, mais là, lui, c'est vraiment un personnage de géant, là. C'est pas l'adulte, mais oui, c'est vrai que quand t'es tout petit, tout est grand, tout est gros, là. Mais, puis probablement que vous l'avez tous vu, ce géant-là, parce que ça a été à la télévision jusqu'en 1985, peut-être. Bon, on a peut-être tous zappé, là, l'avant-midi ou tourné le cadran de la télé. C'était à tous les matins à CBC, qui est Radio-Canada en anglais. OK? Puis il s'appelait The Friendly Giant. Le BFG, le BGG en Non, français. c'est pas celui-là. Ah, c'est pas le même, OK. Non, mais Non. je suis content que tu en parles parce que c'est ça qui me on va en trottait dans la parler tête tantôt. Là, je me disais, voyons, me semble Le qu'il y en bon a gros un, là. géant, là. C'est ça. Mais non, lui, c'était une émission de télé, OK. genre, je sais pas, moi, Fanfreluche. Ou peu Il importe racontait des histoires, mais ça. Ok. Lui, là, ou Mr. Rogers' Neighborhood, là, puis bon. Mais lui, c'était un géant. Puis il se promenait, puis il arrivait à côté d'un arbre, puis il y avait un oiseau, puis il jasait avec l'oiseau. Moi, j'ai vu ça, là, en tournant le canal à tous les matins. Je sais pas si je l'ai regardé vraiment assez pour vous expliquer ce que c'était, mais ça m'a marqué. C'était le Friendly Giant. Puis crime, ça a duré jusqu'en 1985. Là, j'avais 19 ans. Là. Ça veut dire que je l'ai vu longtemps. Là. Pour les jeunes qui nous écoutent, là, tourner le canal avec le... comme... Ouais, non, ça c'est... Parce que c'est- dans le temps, on tournait le canal. C'est Non, ça. pire que ça. Dans le temps, fallait qu'on se lève. Ouais. On fallait qu'on se lève pour changer de Jusqu'à force. la télévision. C'est ça. Et si on trouvait ça plate, fallait qu'on se relève pour C'est aller ça. changer Des le fois, il plat. fallait changer les Les antennes, les oreilles oui, de lapin. aussi. Les premiers magnétoscopes de mes oncles avaient des roulettes Ouais, monsieur. pour changer les canaux aussi. Oui, ça où il y avait des fils avec la manette. Oui, Oui, Nous c'est autres, vrai. C'est ça qu'on avait. C'est vrai. Mais on a fait de gigantesques progrès. Oui. Quand le Depuis le temps. Gérold Et pas de géant. Quand le Gérold est arrivé, c'était gigantesque. C'était un géant. On a parlé de l'attaque des Titans. Il y a aussi cette histoire-là, faut qu'on en parle. C'est Jack et le haricot magique. Ouais, oui. Ouais. OK? Oui, Red en a parlé tantôt. Ouais, Parce mais moi, que- j'ai parlé de la version Disney avec Mickey Mouse puis Ouais. tout ça. Là, Mais moi, c'est un c'est classique. moi, c'est mes premiers amours avec les géants. Là. moi, c'est les Looney Tunes. OK, oui. OK? Les Looney Tunes ont tellement parodié Jack et le haricot magique. J'en ai trouvé 3 Ah oui. OK, dessins animés. Un qui s'appelle Jack Rabbit and the Beanstalk, que là, c'est vraiment Bugs Bunny qui monte le haricot, puis en haut, c'est un géant. OK? C'est pas un personnage qui reprend le rôle du géant, c'est le géant de l'histoire. Mais t'as aussi Beanstalk Bunny, où le géant en haut, c'est Elmer. OK. Oui. Puis moi, c'est celui-là que je me rappelle Oui, le moi plus, aussi. là. Je pense que moi aussi. Hein. Et Tweety and the Beanstalk. Puis là, c'est Sylvestre qui est tout petit, puis Tweety qui est immense, là. OK. Puis là, Ah, il j'ai cru voir un petit minet et non pas un gros minet, parce que là, il est tout petit, là. Puis probablement, regarde, les Simpsons doivent avoir parodié Ben oui. ça. Ben, Tout le monde a les parodié les ça. contes interdits, je pense qu'ils en ont fait un, Jack et le haricot. Je l'ai pas lu encore. Mais il me semble qu'il est oui, dans leur, mais oui, il y en a un. Ben, il doit pas être gentil, le géant. Euh, Ah, mais pas malgré sûr. que c'est peut-être... Ça C'est peut être peut-être Jack qui est pas c'est- magique. C'est qui est peut-être pas Jack gé- que c'est ouais, un puis enfoiré. je là. serais curieuse de voir c'est qui le géant. Ouais. OK.
OK. Comment ils l'ont personnifié. C'est ça. Il y a eu un film, une adaptation aussi au cinéma, parce qu'il y a eu une époque, là, on recule peut-être de 15 ans. Ben, il y a Jack the Giant Slayer, là, chose comme ça. Ouais, aussi. Oui. Oui, absolument. Fait que moi, ça, c'est les géants qui m'ont marqué, mais le BGG, si tu veux en parler. Non? Ben, qui est en fait une adaptation du livre de Roald Dahl, qui est un auteur britannique. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cet auteur-là, lui, il a fait la Deuxième Guerre mondiale dans le Royal Air Force. Et c'est repris dans l'histoire. Tu sais, c'est carrément le Royal Air Force qui va aller au pays des géants pour aller chercher les méchants géants puis les emprisonner. Fait que il s'est inspiré un peu de sa vie, de qu'est-ce qu'il a vécu à la guerre pour parler dans ce film-là. Puis les méchants géants, les mauvais géants, il représente vraiment les horreurs de la guerre, si on veut. Là. C'est vraiment une personnification de ça. Là. Il y a 10 géants en tout. Il y a le BGG, puis les 9 autres qui sont plus grands que le BGG. OK. Sont plus grands, sont extrêmement féroces. Ils ont des noms comme Bonehammer, des trucs de même. Okay. Tu sais, des noms là, de cannibales. Là. Puis, ou de motards pas gentils. Ben c'est ça. Puis en fait, c'est ça, les géants méchants, ils mangent les enfants. OK. Puis t'as le BGG, lui, qui va aller souffler des beaux rêves aux enfants. OK. Lui, il emprisonne les rêves, puis il descend sur la terre avec sa cape d'invisibilité, puis avec sa longue trompette, il va souffler des beaux rêves aux enfants. Fait que finalement, c'est l'équivalent pour les géants de Casper pour les fantômes. Un peu. Oui, c'est vrai. Ah, vu comme ça, là, c'est le même trope, là, si on veut. Ou c'est Blade pour les vampires. Non. Casper, il donne pas de go aux autres fantômes. Ça de même. Mais bref, c'est ça. C'est le film, c'était un téléfilm, en fait, qui avait été fait par la télévision britannique à la fin des années 80. Le livre avait été écrit au début des années 80. Il a été repris par Steven Spielberg, je crois, dans les années début 2000. C'est un très, très beau film. Je l'ai pas vu. Par Disney, je pense que ça a été fait. OK, ben là, c'est un film de géant. Faut que tu vois ça. Oui, mais moi, j'ai vraiment resté avec la version animée là, des années 80. Là, OK, non, il est bien fait en plus. Oui? Oui. Je vais aller regarder ça. OK. Ben, pour moi, les géants, ça fait à peu près le tour. Dans les jeux vidéo, dans les GN, dans les jeux de table, des géants, il y en a. Oui, mais tu sais, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Dans le fond, pas j'en ai parlé, mais j'ai fait un peu du pouce avec Joël tantôt. Tu sais, le gigantisme, puis dans le fond, c'est un outil que autant les créateurs de jeux, de rôle, que les créateurs, tu sais, les scénaristes ou des choses comme ça, ou les gens qui vont faire des jeux vidéo, qui vont créer des jeux vidéo, vont se servir pour te faire sentir petit, là, tu sais, te faire sentir que t'as pas de chance, que tu sais, que l'autre il est tellement grand, il est tellement fort, il est tellement puissant que tu sais, t'arriveras pas à ça. Puis finalement, ben tu sais, tu vas en venir à bout là, parce que tu vas te ramasser des pouvoirs ou X patentes là, mais bon. C'est ça. Tu sais, dans les jeux vidéo là, quand on parle. Non, tu vas te trouver une corde pour faire le tour de ses pieds puis qu'il tombe. Ouais, ben ça, tu vois, c'est une tactique qu'ils ont pris justement dans un film. Bon, on le connais-tu? C'est quoi? Ben, en tout cas, il me semble que c'est un vieux film qui a déjà passé. Ouais, c'est l'Empire quelque chose, là. Attaque encore. Ouais, peut-être. Quelque chose de même. Ouais. Pourquoi, Marc, que tu nous en regardes? Rien. Okay. Non, je me disais que le Attaque, c'est un géant aussi. Oui. Ben, c'est ça. D'ailleurs, oui. Dans le fond, mais pas de conscience. Ouais, non. Ben, encore, c'est une histoire de méca. Moi, je le prends comme un méca, le Attaque. Okay. Mais bon. Non, mais c'est ça. Dans le fond, les géants, le truc du gigantisme, il est pris là-dedans justement pour te montrer comment est-ce que c'est terminé quand ça arrive, ces trucs-là. D'ailleurs, on va prendre l'exemple, mettons, du AT-AT, qui est... c'est all-terrain, armor, tactique, quelque chose comme ça. Transport. Dans le fond, comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'ils l'ont montré, comment est-ce que ça peut être fort. Il y a un snow speeder qui s'écrase et le AT-AT, il se met le pied dessus et c'est terminé. Ouais. Il reste plus rien. Fait que, tu sais... Trample. C'est ça, trample, puis
en français, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait. Piétinement. Ouais. C'est laid, mais bon. Pour vrai, là. Shakespeare puis Molière qui font un combat de langue, là. Molière part avec 2 strikes. Ouais. Hein? Bon. Sauf que Molière gagne dans ce qui est le plus important, la langue de l'amour. Ouais, comment est-ce que c'est compliqué, tu veux dire? Non, parce que Ok. la poésie et l'amour est plus facile et plus beau en français qu'en anglais. Bon, on continue Absolument. ce que je disais. Ouais. Euh, On vient peut-être de se Mais- trouver notre épisode de la Saint-Valentin. Oh! Ouais. Mais tu La parles poésie. tu parles de 2 immenses géants de la littérature. Effectivement. Shakespeare et Molière. Oh, Oui, c'est vrai. Oui. Mais ces 2 géants-là se font un combat, ça va peut-être moins shaker. Ben, non, ok, oublie ça. Ouais. Je me lance pas dedans, là, pour ça, moi, en tout cas, bon. Donc, les AT-AT, ils s'en sont servis dans Star Wars, justement, pour être capable de pouvoir montrer la toute-puissance de l'Empire. Tu la vois avec les vaisseaux et tout ça, sont tout le temps plus gros, sont tout le temps plus forts, sont tout le temps plus... La station spatiale qui est... tu sais, qui se trouve à être une lune. C'est pas Ouais. une lune, c'est pas une planète, c'est une station spatiale. Tu sais, c'est une arme, c'est carrément un gun, point final. Tu sais, fait que c'est carrément ça, là. La station spatiale est genre montée autour d'un réacteur qui est une arme vraiment puissante. Fait que, tu sais, Ouais. rendu au bout de tout ça, tu fais, OK, c'est parce qu'ils veulent montrer leur puissance, mais justement, le gigantisme est montré là-dedans. Dans les jeux vidéo, ils font la même chose. Ben, je dis la même chose. Pas la même chose, mais ils font un peu le même principe. Si je prends Shadows of Colossus, on est un personnage qui va courir après des géants pis tout ça. Et exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans, je suis pas certain de mon coup parce que j'ai juste eu des bribes, j'ai juste vu des bribes de jeu, j'ai jamais été capable. Je l'ai en plus le jeu, puis j'ai jamais eu le temps de jouer, j'ai jamais pris 2 minutes pour jouer parce que je suis trop pogné avec d'autres affaires. Et ce jeu-là, tout le monde m'a dit que fallait que je joue à ça, fallait que je tombe là-dedans, puis j'allais triper. C'est que dans le fond, tu combats des titans, tu combats des colosses, tu combats des géants. Mais quand tu combats ces géants-là, ben tu peux pas combattre rien que comme ça. Fait que tu sais, c'est des trucs genre de cinématique que tu embarques sur le géant, puis tu pèses sur A quand tu arrives à faire mettons à son genou, tu pèses sur A, là, il va faire un coup. Là, finalement, c'est pas vraiment un coup qu'il va donner, c'est rien qui va tirer un grappin pour se prendre après. C'est le même principe que ben d'autres jeux. Fait qu'à partir de là, ils ont. C'est pas à partir de là. Il y a eu d'autres jeux aussi qui ont fait le même principe que ça. Et Shadows of Colossus en fait partie. God of War, c'est pas ça tout le temps, mais pas loin. Quand on pense God of War, ben tu penses que tu te bats contre des géants, contre des affaires immenses, pas rien contre des petites créatures d'un bord puis de l'autre. Des fois, tu te bats, tu penses que t'es dans une ville, mais finalement, t'es sur t'es sur la jambe d'une créature qui est en train de se lever debout, là, puis que finalement, ben, faut que tu te montes jusqu'à la tête pour pouvoir le tuer ou quelque chose comme ça. Tu sais, on s'entend, là, Kratos, là-dedans, c'est un tueur de dieu. C'est un dieu tueur de dieu. Carrément ça. Mais dans le fond, God of War, ben lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le ménage à travers de ces trucs-là. Des géants dans God of War, si vous tripez géant, vous allez en avoir un peu un autre, là, il y en a plusieurs. Mhm. Dans Elder Scrolls, que je parle régulièrement, qui est aussi Skyrim, qui est aussi Oblivion, qui est aussi, tu sais, parce que tu peux jouer à Elder Scrolls Online, que ce que moi je joue, et dans Elder Scrolls Online, t'as le monde de Skyrim, t'as Oblivion, t'as Elsewhere, t'as tous ces endroits-là que t'as, genre, tu pourrais acheter, mettons, comme le vieux jeu qu'on jouait avant qui s'appelait Daggerfall. Ben, Daggerfall, oui, tu pouvais jouer à ça, mais c'est parce que c'est une ville que tu commences à Daggerfall. Tu sais, t'es un bleu, tu décides que tu rends un bleu dans les couleurs, là, parce qu'il y a 3 alliances. Tu décides que tu commences dans les bleus, dans l'alliance Daggerfall, justement, Dagfilante, ben, tu commences à Daggerfall. Tu sais, puis c'est ça. Il y a les packs, il y a en tout cas, il y a plusieurs trucs là-dedans, mais bon. Ça pour dire que dans Elder Scrolls, ils servent aussi le méchant de la quête principale, c'est un démon, mais c'est un démon immensément grand. Et au début, ben quand tu te bats contre lui, ben tu sais, il y a tout le temps des trucs comme ça. Il monte tout le temps des géants. Il y a tout le temps des colosses à battre. Il y a tout le temps des trucs dans ce style-là qui donnent l'impression que, OK, je me rendrai pas, mais quand tu tues, ben tu te rends compte que, OK, là, tu prends de l'assurance, puis là, ben tu montes de catégorie de créatures à tuer, puis ainsi de suite.
comme je disais encore, ça fait encore la même affaire, le même principe. Dans Donjons et Dragons, si je lâche, mettons, les jeux vidéo, je m'en vais dans les jeux sur table, mais je dis les jeux sur table. Ils l'ont fait aussi en jeux vidéo, Donjons et Dragons, là. Des géants, là. Ils ont décidé de toutes les différencier. Tu commences avec les plus petits qui sont les demi-géants. OK. Après ça, ben, tu vas monter avec les géants... les géants 3/4. Les géants de prairies. Non, mais les géants des forêts ou les géants de prairies, quelque chose comme ça. Puis là, ben, les Stone Giants. Puis après ça, les Cloud Giants. Et en tout cas, là, tu commences à monter, puis tout ça. Puis là, ben, il y en a des sous-catégories, puis il y en a... ça n'a pas de sens. À Donjon, là, ça n'a pas de sens. Là, vous remonterez le manuel des monstres, puis vous allez... C'est fou, hein, bon. Mm-hmm. Tu vas avoir un démon, pas un démon, mais un géant de tel truc, ben il y en a un. Pense-y, là, il y en a les golems de pierre qui sont immenses aussi, qui pourraient être considérés un peu comme des géants. Ouais, mais c'est parce que bien souvent les golems, c'est des créations qui ont été qui sont raidées par un sort ou par un conjureur ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça, on rentre dans la technicalité. Et si on dit que Goldorak, c'en est un géant, dans le fond, je pense qu'un golem peut en être un aussi. Mais bon. Tape-toi pas un géant de pierre au niveau 1, genre. Ouais. Il y a des gens pires que ça. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai commencé bas, là. OK. Ouais. Fuis. Des gens d'adamantium pis d'affaires dans le même. C'est quoi tu fais, là? Mm-hmm. En tout cas. Ben, tu pleures ou tu te sauves. Ouais. Ouais. Ou tu te sauves en pleurant. Ouais. Le géant ultime de Donjon Dragon, que tout le monde dit, ouais, je vais le déjà tuer. Non, c'est impossible. Là. C'est, Marc, tu La Tarasque. Mais voilà. Ça fait que la Tarasque, c'est un monstre montagne, là. C'est une légende. Okay. C'est une légende. C'est une créature qui va laisser une trace sur la map monde quand il va bouger. Fait que c'est un peu le même principe. Ils disent, ben, le Tarasque sort, prend les feuilles de ton perso. Là, il donne des points de vie, il donne des façons de le tuer, mais c'est impossible. Là, Quand tu regardes les stats de ça, là, puis tu te fais comme... Là, mais c'est ça, ça sert à quoi? Là? Moi, j'aurais même pas mis stats, là, j'aurais même mais mais bon. Fait que le monde Invincible. qui l'ont tué, là, on appelle ça des gros billes. Oh, ben ça c'est un dialecte qu'on a ici à Rivière-du-Loup même. Mais bon, tout ça pour dire que non, c'est les gens qui ont dit j'ai tué ça, ben c'est rien parce que le master il a voulu essayer qu'est-ce que ça ferait. Il te l'a donné. Ouais, non, mais il a voulu essayer qu'est-ce que ça ferait, puis ainsi de suite. Mais bon, regarde, c'est ridicule, là, mais ça... Tant qu'à moi, ça a juste pas de but, là, mais bon. Non, c'est comme une créature légendaire qui est là, puis qui c'est comme dans les... Tant qu'à moi, elle sert... l'esprit des gens, là, mais est-ce qu'il y a réellement quelqu'un dans ce monde-là qui l'a vu en vrai? Je sais pas. On sait pas. Je sais pas, dans les romans, tout ça, je sais pas. Ils ont dû peut-être d'entendre parler, de faire comme ça. Peut-être qu'ils vont aussi avec le relief qui est fait dans le monde, il est peut-être relié à ça. Okay. Parce que, je vais en parler dans les GN après, là. Quand on s'en va aussi dans les jeux de rôle, dans Warhammer Fantasy, il y a les tueurs. Les Slayers qu'on appelle, les nains qui sont des tueurs de trolls. Fait qu'ils commencent déjà en partant avec quelque chose qui sont déjà plus gros qu'eux autres. Le but moi, j'ai décidé de parler des Slayers, mais c'est parce que des géants, il y en a dans Warhammer Fantasy. Il y en a beaucoup. Puis il y a des catégories un peu. Autant des trolls que... parce que j'ai considéré quand même dans les géants, parce que c'est quand même grand. D'ailleurs, dans tes films que tu aurais dû dire tantôt qu'on n'a pas pensé, pas Troll Slayer, mais Troll Hunter. Ah oui. OK. Troll Hunter, c'est magique. Capoté, ça. Pour les géants, là, c'est vraiment magique. Un genre de film caméra à l'épaule. Là. Ouais. Style Blair Witch Project, là, mais sur un vraiment gars, bon. là, qui cherche des trolls. Là. Ouais, qui chasse des trolls. Des vrais trolls. Là. Ouais. C'est hard. Ben, c'est hot. Pour vrai, c'est hot. Dans le fond, dans Warhammer Fantasy, les nains qui ont été déchus, qui ont fait des trucs pas cool ou qui ont été reniés ou qui s'en veulent pour avoir fait un truc qui a laissé leur clan mourir ou tu sais des affaires comme ça, ces nains-là deviennent ce qu'on appelle des Slayers. Ils prennent ils font un souhait de mourir contre quelque chose de glorieux. Ils veulent se repentir avec la mort, mais pour ça, c'est pas un gobelin qui va me tuer. Okay. Je vais aller chercher de quoi de plus en plus gros tant que je pognerai pas mon homme.
Fait qu'ils commencent eux autres en partant avec des trolls. Fait que quand tu passes la carrière tueur de trolls, ben là, tu deviens tueur de géants. Et là, quand tu passes tueur de géants, tu deviens tueur de démons. Puis après ça, tu deviens tueur de d'autres choses. Là. Puis plus que tu montes, plus que tu deviens violent. Là. Mais bon, tout ça pour dire que dans Warhammer, ils ont vraiment fait les vrais géants, les géants, là. Ils ont fait un peu stupide, puis un peu... ils ont fait alcoolique. Oh. De la manière qu'ils sont faites, parce que, dans le fond, la seule façon de pouvoir les garder droits, de faire un peu ce qu'on veut avec, c'est de les garder sur l'alcool, parce que sinon, ils font un peu à leur tête, puis ils décident de tout bouffer, puis des affaires de même autour d'eux autres, fait que, tu sais, c'est pas du monde ben le fun. Fait que les gens qui en ont besoin, ben c'est du monde pas ben le fun non plus. Fait que non, c'est ça, c'est carrément de quoi pour détruire. Il y a rien. J'ai pas vu ben de géant qui aura dans Warhammer, j'ai pas vraiment entendu parler de géants puis vu de géants qui pouvaient être gentils. Ils sont juste méchants, un peu moins méchants ou vraiment méchants. Ils sont juste des géants. C'est ça, ils sont juste des géants. Puis comme je disais tantôt, il y a des orgues là-dedans aussi, puis des affaires comme ça. Fait que oui, des géants, tu en as plusieurs sortes. C'est sûr qu'on a parlé tantôt, Toulouse. Dans les jeux, dans les jeux sur table, nous autres, on a rentré en contact avec des créatures gigantesques, des créatures cyclopéennes. Pas Cthulhu, pas rien de ça, parce qu'on serait plus là. C'est ça. Mais t'aurais juste le temps de te rendre compte que t'es petit. Ouais, mais je pense qu'on est rentré en contact avec un aspect de Nyarlathotep, puis la moitié du party est morte. Ça finissait une game session, puis il y a du monde qui ont disparu. Il y a des joueurs qui ont été obligés de refaire des nouveaux personnages. Il y a des joueurs qu'on a retrouvés dans des asiles, et ainsi de suite. Fait que, en tout cas, puis on continue sa game-là. La game continue, c'est dans les masques de Nyarlathotep qu'on est en train de faire. Et la game, elle continue. Ça fait longtemps qu'on l'a fait, la game, puis on n'est même pas fini. On est rendu au Kenya. Mais bon. C'est une campagne de fou. Ça. Ben, c'est une campagne gigantesque. Ouais, tout à fait. Puis qui te fait découvrir le monde de Lovecraft là-dedans à travers de ça. C'est génial. C'est juste génial. Puis tu sais, Toulouse, on en parle régulièrement, tout ça. Je peux pas passer à côté des géants sans parler de j'ai envie de dire mon ami, là, mais c'est pas mon ami parce qu'on se connaît pas vraiment, là, mais Maxime Chatham, qui, lui, nous a donné une créature qui m'a foutu des malaises. Pas la chienne, pas ça, mais qui m'a foutu des malaises quand j'écoutais le roman audio de L'Autre Monde. C'est même dans le premier livre. Il appelle ça des échassiers. Dans le fond, Matt puis son ami, ils foutent le camp, puis ils essaient de foutre le camp des blocs appartements, puis tout ça. C'est au début, après la tempête, pas loin après la tempête. Puis ils trouvent refuge un peu partout dans les caniveaux, puis des affaires comme ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils se rendent compte que il y a du monde qui disparaissent, puis du monde qui se font enlever. Mais ce monde-là était bien caché, puis tout ça, puis comment est-ce qu'ils sont fait enlever, puis tout ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils rencontrent un réfugié qui lui dit « Faites attention aux échassiers. » Aux échassiers. Moi, à un moment donné, j'ai pensé tout de suite « OK, il y a du monde qui sont genre sur des échasses, puis qui voient de plus haut, puis non, c'est des créatures mutantes qui sont vraiment, vraiment en grandeur. » Un petit peu comme ce qu'on entend avec Sirène Head. Un peu le même principe que ça, comment est-ce qu'ils le décrivent, mais c'est pas une sirène, dans le fond, c'est un phare qui éclaire. Okay. Fait que, et cette créature-là est genre, les méchants se servent de cette créature-là, des échassiers, pour pouvoir spotter les gens. Fait que oui, c'est un géant qui est là comme en reconnaissance. C'est un peu le même principe qu'un nid de pie dans les airs, là. Même principe que ça. Puis qui se servent de ça. Fait que c'est un truc que tu dis, mais ouais, comment est-ce qu'on va faire pour se sauver de ça? Je suis dans un air ouvert où est-ce que je me cache d'un fossé, puis des affaires de même, tu fais, OK, mais je me sors comment de là? Fait que, puis tu te dis, OK, faut qu'on sorte de là. Puis de la manière que c'est raconté dans ce roman-là, c'est pas le fun. C'est malaisant un peu, là. Mais tu sais, c'est correct, là, c'est ça. C'est pour ça que c'est là. Hein? Ah ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est là. Fait que moi, j'ai trouvé ça génial là-dedans. Okay. Fait que je me posais la question, parce qu'on en a pas parlé tantôt, les géants de catégorie Galactus, est-ce que c'est un géant? Ben, si on considère
les divinités nordiques comme étant des géants, Ouais. Galactus serait un géant. C'est clair. Oh oui. Parce que Il moi, peut pas être bien plus gros que Galactus. Là. Non, ben c'est ça. C'est parce que ça, c'est un des trucs que je trouvais le fun quand ça arrive, mettons, dans une cinématique ou dans quelque chose comme ça, que t'es dans un tunnel ou quelque chose, t'es dans un n'importe où ce que, à un moment donné, t'arrives devant un mur, le mur est étrange un peu, puis tu te rends compte qu'à un moment donné, le mur, il bouge, puis tu te rends compte que, oups, il y a un œil dans le mur. C'est pas un mur. C'est ça. le côté de sa face là, que tu vois, là. Mm-hmm. Tu sais, des affaires comme ça que tu vois, un peu comme on a vu dans Godzilla, qui nous ont montré ça, un peu comme dans n'importe quoi. Mais fait quand tu vois, genre, 2 points allumés dans le ciel, que tu te rends compte que c'est Galactus qui est en train d'aspirer ta planète, là. C'en est une. C'est là que je m'en allais avec l'histoire. C'est là que je m'en allais avec l'histoire du gigantisme, ou ce que c'est pour te montrer comment est-ce que t'es tout petit. Fait que, bref, c'est ça. OK. Ben, encore une fois, on s'est rendu compte que on a dépoussiéré le haut d'un iceberg. Oui, un iceberg géant. Un iceberg géant. Absolument, absolument. On va y aller avec nos Sam allume et on commence par Imaginatrix. Sam allume, moi, il y a plein de Sam allume ces temps-ci. Noël approche, fait que la magie du temps des fêtes est déjà commencée. Je partage avec toi, comme je disais tantôt dans le pré-show, avec ma blonde dans ce temps-ci, je sais pas, on est dans une frénésie de Noël, je sais pas trop. Exceptionnellement, cette année, je me sens pas Grinch. OK. Moi non plus. Fait que la magie est vraiment là. C'est ça. OK. Il y a de quoi dans l'air. Il y a de quoi dans l'air cette année. C'est que au lieu d'être Grinch au début, t'es Grinch à la fin. Non, je penserais pas. Je penserais pas parce que je vais vraiment me reposer pendant le temps des fêtes. Là. Je prends un bon 2 semaines, peut-être 3. On va voir. C'est sûr que je vais beaucoup travailler pareil. Je vais avoir des commandes à préparer. Je commence à travailler sur une autre publication, un roman à paraître. Je commence à travailler là-dessus pendant le temps des fêtes. Mais là, il faut se trouver de quoi à 4, là. Aussi pendant le temps des fêtes. Oui, ça, c'est ça. Je vais avoir du temps pour. Mais sans être un podcast, on pourrait se ramasser, peut-être même faire. Si on est en studio, on pourra dire salut au monde en même temps. Peut-être. On verra. Un petit live. Ben oui. Chanter des cantiques de Noël. Oui. Non. Ou improviser quelque chose. Non, Oui, Non. Mais... Non, mais oui, ferme la ta gueule. Marc va nous faire des cantiques de Noël. Ben oui. Sinon, ça m'allume. Il y a les cinémas ciné des fêtes qui commencent. Ciné-cadeau bientôt. Ciné-cadeau qui commence demain. C'est vrai. Hein? Oui, mais ça, c'est demain. En tout cas, c'est en fin de semaine. Ça se peut, mais moi, j'ai quoi? Astérix et Cléopâtre en DVD, puis il est déjà écouté. Ah bon, mais c'est déjà quoi demain? commencé. Ça doit être un Astérix le Gaulois, vraiment. Il commence toujours avec ça. Ça, ou Astérix et Cléopâtre, justement. Bon. Fait que... J'ai ce que je fais demain soir. Ouais. Ciné-cadeau commence. Tu sais, j'ai une grande roue en face de chez nous. Ben oui, c'est vrai. Tout illuminé, c'est magique. Je passe mes soirées à regarder ça. Mon chum dit « Hey, ferme les stars! » Monte voyez dans le salon. Ma blonde, elle voulait aller là. T'es pas allé dedans? Pas encore. Je sais pas si je vais avoir le temps en fin de semaine. Ma blonde, elle voulait aller là à soir. Mais juste de le regarder, honnêtement, là, moi, ça me fascine. Puis? J'ai ça. OK. Mais habillez-vous chaudement parce qu'on est dans le haut de la ville, la Rivière-du-Loup. Il fait moins 1000. Il fait moins 20 ces temps-ci. En haut de ça doit être légèrement frisquet. On est des Québécois, là. Oui, mais ça prend une bonne couche pareil. Puis, bref, c'est ça. Sinon, c'est ça qui m'allume. Moi, le temps des fêtes qui approche. Puis, les rassemblements en famille, entre amis. On va passer un beau Noël. Yes. Paperman? Moi, j'en aurais plusieurs, mais je vais en nommer rien qu'un. Parce qu'il faut quand même pas exagérer. Je fais du pouce sur un commentaire qu'on a eu de Yann Richard qui nous parlait d'un auteur qui était un spécialiste de l'histoire médiévale, qui était considéré comme l'ogre dans sa profession, qui est Jacques Le Goff, que je connaissais pas du tout. Alors, merci Yann de m'avoir fait connaître ça. Puis c'est bizarre parce que ça m'allume cette semaine, c'est un film. C'est un film qui l'avant-dernier film de Ridley Scott, qui est le dernier Duel. OK. Que j'ai énormément aimé parce que c'est un duel... Ça fait 3 fois que j'entends parler de ce film-là aujourd'hui. Qui se passe dans le temps médiéval. C'est basé sur des faits réels. Alors, ça nous raconte le dernier duel judiciaire en France qu'il y a eu en 1386 entre Carouge et Jacques Legris. Alors, j'ai beaucoup aimé ça parce que si vous me dites que vous aimeriez ça, retourner dans le temps médiéval, écoutez ce film-là, ça va vous enlever le goût.
Je peux vous le jurer. Surtout si vous êtes une femme. Ça c'est encore, c'est encore là. bien pire. Alors, écoute, je vais faire ça vite, là. Jacques Legris, c'est un méchant qui va violer la femme de Jean-Luc de Carouge. Et Jean de Carouge va demander réparation. Non pas pour l'honneur de sa femme, là, parce que c'est dans ce temps-là, quand tu violais une femme, c'est que tu violais le mari, surtout, là, parce que L'honneur du mari. c'est ça. Alors, bref, il va aller voir le roi et le roi va lui donner réclamation. Il va lui donner oui, vous allez vous faire un merveilleux combat à mort. Et ça commence par le combat. Et après ça, ben, on voit pas l'issue du combat, bien entendu, ben, bien qu'on la connaisse vu que c'est un fait historique. Et là, on va voir l'histoire racontée par les trois personnages. On va commencer par la version de Jacques le Rouge. On va ensuite tomber dans la version de Jacques le Gris, de Jean de Carouge, de Jacques le Gris, et ensuite on va faire la version de Marguerite de Carouge, qui est la fille. Et là, on a trois versions complètement différentes, parce que c'est des versions qui sont vues par des gens qui sont différents totalement. Et on se rend compte que la version véridique est la dernière, celle de la femme. Et je peux vous jurer que ce film-là, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est super bien réalisé, des très bons acteurs, c'est très historique aussi. Et puis, ben, ça donne pas le goût là, de vivre dans cette époque-là, là, qui était une époque de schnout totale. Là. On va se le dire, là, parce que c'est espérance de vie zéro, respect zéro, les paysans, t'avais les riches, les pauvres, puis c'est tout, là, de la noblesse, puis écoute, c'est épouvantable, mais en même temps, c'est la réalité. Puis, ben, Ridley Scott est passé maître dans ces genres de films-là, hein. On l'a vu avec Gladiator, entre autres, les combats et tout ça, c'est bien fait. J'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est un très, très beau film médiéval, c'est un très beau film historique en même temps, qui nous raconte une histoire qui a existé, qui a vraiment eu lieu. Et puis, ben, c'est difficile après ça de se dire, mais mon Dieu, c'était donc ben poche. Puis tu dis, ouais, mais c'est de la fiction. Ah non, c'est de la réalité. C'est la réalité qui s'est passée. Puis, c'est dur. C'est dur parce que... Au cinéma qui est dans ben, moi, je l'ai vu sur en je pense streaming. qu'il est déjà plus au on cinéma. l'a même Ok. pas eu ici. Moi, je l'ai vu en streaming. Ok. C'est dur parce que en même temps, tu regardes toute tout ce qui se passe au niveau des relations hommes-femmes dans ce film-là. Puis tu ramènes ça en 2021, puis tu dis est-ce qu'on a réellement fait des pas de géant par rapport à ça? Ben, j'aurais tendance à te dire que c'est des pas de Lilliputien, parce que des fois, crève qu'on n'est pas loin de ça. C'était mon éditorial et mes deux scènes. Okay. Regardez ce film-là, ça vaut la peine, honnêtement. C'est pas le meilleur film de Ridley Scott. C'est pas son pire non plus. Mais si vous aimez le genre de film médiéval, historique, vous allez adorer ça. OK. Je crois que vous allez aimer ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Moi, mon ça m'allume, je vais commencer par le montrer à l'écran. Et je vous dis que j'ai commencé à jouer à Metroid Dread. Ouais, mais là, t'as-tu une Switch? Ben oui. Ben oui. Parce que, bon, évidemment, mes parents sont venus pour le temps des fêtes. J'ai pu me procurer une Switch. Et vous connaissez déjà mon historique personnel avec la série Metroid. Ouais, oui. OK? Ben, c'est clair. Oui, Fiston me l'avait fait essayer sur sa Switch à lui qui n'était pas branché après la télé. On essaye ça vite, vite. Puis là, tu fais ça. Bon, OK, c'est beau, je l'avais essayé. Mais là, je suis tout seul, puis je la pars. Et là, je me suis gâté. J'ai pas pesé tout de suite sur Start. OK? J'ai juste laissé jouer la musique, alors que dans l'écran, ça marquait Metroid Dread. J'ai eu le frisson, les yeux dans l'eau. J'étais tout seul dans la maison. Là. De toute façon, mon histoire avec Metroid, moi, c'est tout seul avec Metroid. Okay? Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, même s'il y avait du monde mais autour de moi, je Metroid, c'est un n'entendais jeu plus. tranquille. Là. Pour Ouais. vrai, là, c'est un jeu qui est le fun de jouer C'est tout seul. Avoir du monde qui immersif. dit « OK, lève là, fais ci, fais Non. ça. » Non, sacrez-moi patience. Non, c'est... Faut que tu penses un peu. Là. Et à date, j'aime ça et j'haïs ça bien pareil comme le premier Metroid. Écoute, Parfait. Sylvain, pendant le temps des fêtes, je vais te donner un truc à faire. Il faut que tu écoutes le film 8 bits Noël. Je l'ai OK. pas écouté encore. Tu vas, parce que ça me fait penser à ça,
C'est ton genre de film. Je pense qu'Arrête, t'aimerais ça Ben, aussi. Toi aussi, t'aimerais ça. Oui, parce que j'ai manqué de l'écouter avec ma fille. Fait que... Écoutez ça, vous allez OK. capoter. C'est OK. vraiment un beau film. Mais, Je crois que c'est l'histoire de Noël de notre époque. OK. Parfait. Mais c'est sûr que tu reprends le premier Metroid en 2021 puis tu te dis, c'est quoi ça, là? Mais Metroid, le premier en 1990, là, je vivais ça exactement comme je vis celui-là aujourd'hui. là. Ben, c'est ça, le 8-bit Noël, parce que dans le Ouais. fond, le petit gars, il cherche un Nintendo, je pense, Ouais. chose comme ça. C'est ça. OK? Il y a une misère à le trouver, n'est-ce C'est pas, ça. quand même. Je prendrai C'est ça. pas le punch parce que Non, c'est vraiment non, bon. c'est ça. C'est vraiment bon. Je vire en rond pendant des heures, je me trouve épais, je veux sacrer ça là, puis je reviens après 5 minutes en me disant non, m'a trouvé le bon trou. Je veux C'est- plus jouer à ce jeu-là, c'est trop dur. 5 minutes C'est après. C'est ça. Puis finalement, je réussis à pas faire de quoi, La mais Switch, je suis bien formé. il fallait que je fasse exactement ce que le tutoriel m'a montré à faire sur une porte. Ben, c'est ça qu'il faut que je fasse aussi sur le robot. Mais ça, il me l'a pas dit. Mais il aurait fallu que je le comprenne tout seul. Puis je me trouve niaiseux de pas l'avoir compris tout seul. Mais bon, j'ai bien du fun. Puis voilà, je suis reparti avec Metroid. Pas d'autre, ça m'allume. Mais toi, Red. Je vais commencer par un bof. On OK. en a parlé pendant le pré-show tantôt. Hawkeye. Oui. Je sais pas c'est quoi qui se passe dans la vie des scénaristes en général. Mais j'ai jamais vu une place, nulle part, où les gens qui font des grandeurs nature ont pas l'air d'une bande de caves, de mésadaptés sociaux, d'imbéciles, en tout cas, j'ai pas vu une place. Mettez-moi au défi, là, qu'on a l'air vraiment de quelque chose qui a du sens, là, puis que ça a l'air à ce que c'est pour de vrai, là. Puis c'est pas parce que c'est beau dans ma tête, là. Mais pour vrai, là, c'est vraiment hot. Puis quand tu montres à des gens qui comprennent pas c'est quoi des grandeurs nature, puis tu leur montres des vidéos, je sais pas moi, de la grande bataille de Bicoline, puis quand tu leur montres de quoi ça a l'air sur le champ de bataille, de quoi ça a l'air dans la ville, puis ainsi de suite, ils vont faire ben voyons donc, c'est donc ben hot. Puis tu fais ça, toi? Oui, je fais ça. Je fais pas les affaires que tu vois dans un film où ce que c'est qui sont 3-4 dans le parc avec des épées en tape puis avec des trench coats puis ils disent que je bois une potion puis ils font semblant de boire de... Non, sacrez-moi patience avec ça, là. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est des petites affaires cheapo, là, puis que du monde qui commence dans les grandeurs nature. Calique, allez voir les scénaristes, là, lâcher la cochonnerie, les crap que vous voyez d'un bord puis de l'autre. Ça... C'était comme si c'est comme si on avait fait un grandeur nature à Rivière-du-Loup au parc urbain. Hein. Puis que dans Hawkeye. Là. Puis tu vois que c'est même pas ça. Tu sais, Marc, tu l'as déjà fait des grandeurs nature avec moi. Tu sais que c'est pas ça. Mais pas du tout. Tu t'en as fait un avec moi. Puis c'était pas ça. Non. Puis on était rien que dans un banquet, toi. Ben oui. Puis c'était pas ça du tout, hein. Puis il s'en est passé quand même des affaires dans le banquet, plus que tu vois les autres se battre, puis tu sais, on fait un duel, OK, prends la potion, ça va te donner telle affaire de... sacrément. Excusez-moi, là, mais pour vrai, là, ça m'horripile. C'est plate parce que la série est bonne. Oui. J'aime beaucoup la série. Les séries de Marvel que Disney nous donne, je les aime beaucoup. J'écoute ça avec ma fille, puis ma fille, mes deux filles ont vraiment hâte d'aller à Bicoline avec moi. Ma blonde, elle m'en parle, j'ai montré des vidéos à ma blonde, elle capote sa vie, elle dit, j'ai hâte d'aller là, ça n'a pas de maudit sens, elle dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire là, mais j'ai hâte d'être là-dedans. Elle dit, je sais que je suis pas fité pour aller là-dedans, mais je sais que je vais triper pareil. Mais je voudrais pas que ma blonde envoie ça. OK. Asti, pour vrai, excusez-moi, là, mais ça me met sans connaissance des affaires dans le même. Je déteste ça quand je vois notre culture de GNiste se faire détruire comme ça. J'ai hâte qu'ils sortent à un moment donné quelque chose qu'ils vont faire. OK, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui reste accroché puis qui va décider de faire des meurtres ici puis là parce qu'il reste dans son personnage, parce qu'il est pas capable de décrocher du grandeur nature ou des jeux de table qui va jouer un barbare X là. J'ai pas besoin de ces films là. J'ai pas besoin des trucs qui vont montrer dans Hawkeye ou ce qu'ils vont montrer une gang de nerds ou ben c'est même pas nerds. Les policiers, les pompiers. Ouais. Ah non, puis c'est mal n'importe fait. Pour quoi. vrai là, c'est dégueulasse là. Je vois ça puis je me dis ça, mon Dieu que ça a l'air mauvais puis ça donne un crédit de marde
C'est ça. aux GNistes. Puis en plus, sa clientèle directe de Hawkeye. Tout à fait. C'est ça, je comprends pas. Tout à fait. Mais ils vont dire, oui, mais faut que tu vois ça du côté c'est satirique, là. Tu sais, on rit de ça. OK, mais fais donc différent des autres, puis montre donc qu'est-ce que c'est pour vrai. Mhm. Au lieu de faire une marde de même. Mais bon, excusez-moi, mais il fallait que je le fasse. Ça m'allume Wheel of Time. Comme je disais tantôt dans le pré-show, je suis en train de me taper les romans audio et je vais continuer. C'est 14 romans de défoncer. Puis c'est gros, c'est immense. C'est vaste, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je te dis, Sylvain, l'épisode 1, c'est le début. C'est ça. Mais vas-y pas avec le 1. J'étais probablement pas bien disposé à le regarder. Probablement, parce que moi j'ai vu le premier J'avais une dure épisode. semaine. J'ai vu le premier épisode, j'ai vu ça comme... Je sais pas si vous avez déjà vu ça, l'épée... le sorcier... Ah! Sorcière, dragon, là? Non, l'épée... Le sourcier. L'épée de vérité. Ok. Ouais, l'épée de vérité qui avait passé à Z là longtemps. Ouais, c'était une histoire avec, dans le fond, une femme qui... Puis je pense que ça part un peu de ça. C'est une femme qui a son champion, puis dans le fond, c'est un jeune, dans le fond, qui devient un champion pour une genre de sorcière, puis des affaires comme ça, puis bon, avec l'épée, puis là, ben, il y a du monde qui court après, en tout cas, une histoire, là. Mais bon. Puis c'était quand même pas pire, mais je me suis dit, OK, c'était correct pour le temps, mais on est rendu qu'on s'est fait habituer à un peu mieux que ça, un peu mieux scénarisé que ça, puis un peu mieux, tu sais, monté en film que ça. Le premier épisode, j'ai trouvé qu'il ressemblait à ça, puis j'ai fait, OK, ça a besoin d'être meilleur que ça pour les prochains, parce que j'ai accroché parce que je voulais accrocher. OK. Le deuxième, c'est pas ça. Ah! Le deuxième, là, on avance dans l'histoire, puis la gang se pousse, puis il arrive des trucs, puis qui font OK, on fout le camp, là, puis ça presse, là, parce qu'il arrive des trucs. Puis là, ben, c'est ça dégénère, puis ça avance. Puis là, ben, l'histoire, dites-vous que l'histoire, là, qui embarque là-dedans, on suit Moiraine, qui est la sorcière, dans le fond, la Aes Sedai. Puis elle cherche un dragon. Pas un dragon comme avec des ailes puis tout, là. Un dragon, c'est comme quelqu'un, c'est comme une personne plus grande que nature. C'est quelqu'un qui est capable de pouvoir enrayer le pouvoir du mal. C'est un peu ça. Puis là-dedans, l'histoire, c'est que c'est une roue, la roue du temps, elle vire toujours, puis l'histoire se répète, puis ainsi de suite. C'est un peu ça. Là, il est arrivé un truc, en tout cas, dans le temps, mais je veux pas divulguer de punch, mais bon, il est arrivé de quelque chose dans le fond, c'est comme la refonte du monde, un peu. Mm-hmm. Puis à partir de là, ben, il y a la sorcière, elle cherche un dragon qui se serait réincarné. Puis là, ben, il y a des Aes Sedai, des sorcières qui cherchent, dans le fond, tu sais, qui vont chercher, mettons, le dragon pour le tuer. Parce que un homme peut pas avoir de pouvoir magique, peut pas pouvoir avoir pouvoir manipuler le pouvoir du divin sans être corrompu, sans devenir fou. Puis c'est pas parce qu'ils en veulent à ces hommes-là, c'est parce qu'ils veulent les libérer, puis ils veulent leur épargner de devenir fou, totalement fou, puis devenir dangereux. Fait que parce que quand un homme prend ce pouvoir, le pouvoir du divin, le pouvoir d'être capable de pouvoir faire de la magie, il devient fou. Fait que il arrive des trucs en tout cas, mais bon, vous allez le voir en écoutant la série, mais là c'est vaste. C'est immensément vaste. Puis comme on disait, c'est 14 tomes, c'est 14 briques. Fait que je suppose qu'on est rendu dans la série à la télévision. Moi, je suis rendu à l'épisode 6, qui a de sortie, là, je suis rendu à l'épisode 6 d'écouter. Puis j'ai hâte à la semaine prochaine. OK. J'ai vraiment hâte. Puis je sais que je vais pogner un neutre, mais que quand ça va être fini, parce que, ben, je veux dire quand ça va être fini, quand ça va être rendu, bon, c'est saison 2, à bientôt, là, tu sais, on s'en va dans saison 2. Je sais pas combien d'épisodes qu'il va y avoir, mais bon, on verra rendu là. Je sais pas s'ils vont faire le premier roman au complet d'une shot. OK. Bon. Fait que c'est ça. Mais moi, j'adore. Oui. Ouais, ça vaut la peine. Techniquement, c'est le dernier podcast de 2021. Je pense que oui.
à moins qu'on improvise de quoi à quelque part pendant le temps des fêtes. Ouais. Mais on va penser à un thème pour le début de 2022. Ah, il va peut-être avoir un épisode spécial aussi sur là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus. Non. La Terre et le ciel. Entre la Terre et le ciel. Ah, Non, c'est bon. la Terre et Vénus en français. Ouais. Je sens Le français. ciel garde encore la Terre. Le ciel car encore la trace du prince Actarus. Voilà. Et Il puis, rêvait bon, Yann, de- là, ça se peut que YouTube nous censure. Là. Wow. T'as fait une chanson avec J'aurais pu des faire droits la d'auteur. version de Nathalie Simon, si tu veux. Ah, Bon, il y a un autre qui vient se faire scraper son fait à la tapouette, là. continuez de nous suivre sur notre page Facebook, sur notre site internet, sur les différentes plateformes de streaming. Bye les crinqués, joyeux Noël. Oui, joyeux temps des fêtes. Oui. faites Gantez-vous attention, en vous masse. autres. On veut Achetez-vous vos une avoirs. Switch puis jouez à Metroid, c'est bien le fun. On se retrouve à l'épisode 133. Bye.